Une fillette de 7 ans découvre des photos troublantes cachées dans le sous-sol de son beau-père et les emporte à l'école dans son sac à dos. Lorsqu'elle montre les clichés à la conseillère d'orientation, les preuves de ce qui se tramait chez eux incitent cette dernière à appeler immédiatement les urgences. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux couleur crème de la maison Morrison Crawford, projetant des rectangles dorés sur le parquet de leur modeste demeure de 2 étages sur Maple Street. Lucy Morrison, âgée de 7 ans, était assise à la table de la cuisine, ses petits doigts serrés autour d'un verre de jus d'orange, observant la vapeur s'élever de la tasse de café de sa mère. Les bruits familiers de leur routine matinale emplissaient l'air, le doux ronronnement du réfrigérateur, le léger martèlement des chaussures d'infirmière de Rebecca sur le linoléum et le hachage méthodique de David qui préparait des œufs brouillés sur la cuisinière. « Voilà pour toi, princesse », dit David Crawford en glissant une assiette d'œufs parfaitement brouillés devant Lucy. Sa voix avait ce ton chaleureux qui avait charmé sa mère 2 ans plus tôt, lorsque Rebecca luttait encore en tant que mère célibataire après que le père de Lucy les eut quittés. Le sourire de David était large et sincère tandis qu'il ébouriffait les cheveux châtains foncés de Lucy, sa main s'attardant juste un instant de plus que nécessaire. « Avec un supplément de fromage, comme tu les aimes. » Lucy leva les yeux vers son beau-père avec une gratitude polie, bien que quelque chose se tordît légèrement dans son estomac lorsque ses doigts effleurèrent ses cheveux. David était un homme grand, aux yeux bruns et bienveillants, et aux tempes grisonnantes qui lui donnaient un air distingué dans son uniforme de superviseur de maintenance. Pour quiconque l'observait, il paraissait être le beau-père idéal, attentif, attentionné, investi dans le bien-être de Lucy. Les voisins de Maple Street disaient souvent à Rebecca combien elle avait de la chance d'avoir trouvé un homme si dévoué après son divorce difficile. « Merci, David », dit Lucy doucement, prenant sa fourchette et une petite bouchée. Les œufs étaient bons. David était un excellent cuisinier, mais dernièrement, elle se sentait moins affamée lorsqu'il lui servait ses repas. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, même à elle-même. Rebecca Morrison Crawford se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité rodée, ses cheveux au burn relevés en une queue de cheval soignée qui tiendrait confortablement sous sa coiffe d'infirmière. À 32 ans, elle conservait encore la grâce de sa jeunesse, bien que l'épuisement dû aux gardes doubles à l'hôpital général de Cedar Falls commençât à se manifester par de fines ridules autour de ses yeux verts. Elle s'arrêta derrière la chaise de Lucy pour déposer un rapide baiser sur le dessus de la tête de sa fille, humant l'odeur familière de son shampoing à la fraise. « Je dois encore faire une double garde ce soir, ma chérie », dit Rebecca, sa voix teintée d'excuses. « Le docteur Martinez est toujours malade et nous manquons de personnel à l'unité pédiatrique. David prendra bien soin de toi, n'est-ce pas, mon cœur ?» David se tourna depuis la cuisinière, spatule encore en main, et adressa à Rebecca l'un de ses sourires les plus rassurants. « Bien sûr. Lucy et moi passons toujours de bons moments ensemble quand tu es au travail, n'est-ce pas, princesse ?» Ses yeux croisèrent ceux de Lucy à travers la cuisine, et elle sentit ce flottement familier et inconfortable dans sa poitrine qu'elle ne parvenait pas tout à fait à nommer. « Oui, » dit Lucy, car c'était la réponse attendue. Mais en parlant, elle remarqua comment le sourire de David semblait changer lorsqu'il la regardait, devenant quelque chose de différent du sourire qu'il adressait à sa mère. Elle n'avait que 7 ans, mais elle était observatrice au-delà de son âge, un trait que son instituteur et sa mère louaient souvent chez elle. Cedar Falls était le genre de petite ville de l'Ohio où tout le monde connaissait les affaires des autres, où les enfants pouvaient encore aller à l'école à vélo sans que leurs parents s'inquiètent, et où le changement des saisons marquait le passage du temps plus clairement que n'importe quel calendrier. Octobre avait peint les érables de teintes brillantes d'orange et de rouge, et l'air matinal portait la promesse vivifiante de l'hiver à venir. Lucy aimait l'automne à Cedar Falls, le craquement des feuilles sous ses pieds lorsqu'elle marchait vers l'école, l'odeur de fumée de bois provenant des cheminées du voisinage et l'anticipation d'Halloween qui approchait à grands pas. « En parlant d'école, » dit Rebecca en jetant un coup d'œil à l'horloge au-dessus de l'évier, « tu dois finir, Lucy. Monsieur Thompson n'aime pas quand les élèves sont en retard pour l'appel du matin. » Le visage de Lucy s'illumina à la mention de son instituteur. Monsieur Thompson était un homme aimable d'une 50aine d'années, qui portait des pulls sans manches et avait une manière douce d'expliquer les mathématiques qui rendait gérables même les problèmes les plus compliqués. Sa salle de classe à l'école élémentaire de Cedar Falls était un sanctuaire d'ordre et d'apprentissage, avec ses rangées de pupitres soignés, ses affiches éducatives colorées couvrant chaque mur, et l'odeur réconfortante de craie et de vieux livres. « J'ai fini mes devoirs hier soir », dit Lucy en poussant ses œufs dans son assiette. « David m'a aidé avec les problèmes de mots en maths.
Il devient si doué pour t'aider avec tes études, dit Rebecca, rassemblant son sac à main et son badge d'hôpital sur le comptoir. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui ces 2 dernières années. David se plaça aux côtés de Rebecca, posant une main possessive au creux de son dos tandis qu'il se penchait pour l'embrasser sur la joue. Lucie observa cette démonstration d'affection avec des sentiments mitigés. Elle était heureuse que sa mère ait trouvé quelqu'un qui semblait prendre soin d'elle. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont les mains de David bougeaient, la façon dont ses yeux suivaient Rebecca quand elle ne regardait pas, qui mettait Lucie mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait articuler. « Conduis prudemment », murmura David à l'oreille de Rebecca. « Tu vas nous manquer. »« Vous allez me manquer aussi », répondit Rebecca, mettant son sac à main sur son épaule et se dirigeant vers la porte. Elle s'arrêta pour faire un signe d'adieu à Lucie, qui réussit à lui sourire et à lui faire un signe en retour. « Sois sage avec David, ma chérie. Je te verrai demain matin. » Le bruit de la voiture de Rebecca quittant l'allée sembla changer l'atmosphère dans la cuisine. Lucie le sentit immédiatement, un subtil changement dans le comportement de David, comme si un masque avait légèrement glissé. Il resta debout près du comptoir, regardant par la fenêtre jusqu'à ce que la Honda bleue de Rebecca disparaisse au coin de Maple Street. « Bon, alors, » dit David, se retournant vers Lucie avec ce même sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Nous voilà de nouveau seuls, toi et moi, princesse. Qu'est-ce que tu dirais qu'on te prépare pour l'école ?» Lucie hocha la tête et porta son assiette à l'évier, faisant attention à ne pas laisser la main de David frôler la sienne lorsqu'il tendit le bras pour la prendre. Elle avait appris par essai et erreur qu'éviter tout contact physique inutile avec son beau-père la faisait se sentir plus en sécurité, bien qu'elle ne pût expliquer pourquoi, même à elle-même. Le trajet jusqu'à l'école élémentaire de Cedar Falls n'était que de 6 pâtés de maison depuis leur domicile sur Maple Street, une agréable promenade à travers un quartier de maisons modestes similaires, avec des pelouses bien entretenues et des drapeaux américains flottants au porche d'entrée. Lucie appréciait habituellement cette marche, surtout en automne, lorsque les trottoirs étaient tapissés de feuilles mortes et que l'air sentait le bois brûlé et le cidre de pommes lointain. Mais marcher avec David la rendait toujours mal à l'aise, comme si elle jouait dans une pièce où elle avait oublié ses répliques. « Parle-moi de tes amis à l'école », dit David pendant qu'il marchait, ses longues enjambées forçant Lucie à se dépêcher pour suivre. Cette petite fille, Emma, qui est venue pour une soirée pyjama le week-end dernier. Habite-t-elle près d'ici ? Lucie sentit cette torsion familière dans son estomac. Quand David mentionna Emma, la soirée pyjama avait été amusante. Elles avaient regardé des films, s'étaient verni les ongles et étaient restées éveillées tard à pouffer de rire à propos des garçons de leur classe. Mais David avait semblé inhabituellement intéressé par leurs activités, venant les voir plus fréquemment que nécessaire et posant des questions détaillées sur ce qu'elles faisaient, ce qu'elles portaient et si elles avaient besoin de quelque chose. « Elle habite sur Oak Street », dit Lucie simplement, ne voulant pas fournir plus d'informations que nécessaire. « Et ses parents ? Que font-ils comme travail ?» Les questions de David semblaient intrusives, bien que Lucie ne pût expliquer pourquoi un beau-père s'enquérant des amis de sa belle-fille serait inapproprié. « Son père travaille à la banque et sa mère reste à la maison », répondit Lucie, un soulagement l'envahissant alors que le bâtiment en briques rouges de l'école élémentaire de Cedar Falls apparaissait. L'école était une vue réconfortante avec ses hautes fenêtres, son mât de drapeau et sa cour de récréation remplie des bruits familiers des enfants arrivant pour une autre journée d'apprentissage. L'école élémentaire de Cedar Falls accueillait les élèves de la maternelle à la 5e année, avec environ 300 élèves au total. Le bâtiment était vieux mais bien entretenu, avec de larges couloirs bordés de travaux d'élèves et de panneaux d'affichage célébrant diverses réussites scolaires. Lucie fréquentait cette école depuis la maternelle et elle aimait la routine prévisible de ses journées, le serment d'allégeance du matin, l'autorité douce de l'enseignement de M. Thompson et le sentiment de sécurité qui venait du fait d'être entourée d'adultes dont le travail était de protéger et d'éduquer les enfants. En approchant de l'entrée principale, Lucie aperçut une silhouette familière près des portes d'entrée. Mademoiselle Jennifer Walsh, la conseillère scolaire, accueillait les élèves à leur arrivée, son sourire chaleureux et son attitude douce en faisant une favorite parmi les enfants et les parents. Mademoiselle Walsh avait la fin de la vingtaine, des cheveux blonds mi-longs et des yeux bleus bienveillants qui semblaient vraiment voir les enfants à qui elle parlait. Elle avait le don de faire en sorte que chaque enfant se sente écouté et valorisé, une qualité qui n'était pas passée inaperçue pour Lucie lors de leurs brèves interactions. « Bonjour Lucie », lança Mademoiselle Walsh en faisant un signe de la main alors qu'ils approchaient. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Je vais bien, Mademoiselle Walsh », répondit Lucie. Et pour la première fois ce matin-là, son sourire parut sincère. «
Il y avait quelque chose chez mademoiselle Walsh qui mettait Lucy en sécurité, comme si elle parlait à une tante de confiance plutôt qu'à une employée de l'école. « Et vous devez être monsieur Crawford », dit mademoiselle Walsh en tendant la main à David. « Je suis Jennifer Walsh, la conseillère scolaire. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » David lui serra la main avec son sourire le plus charmant, le même qui avait conquis Rebecca et la plupart des voisins de Maple Street. « Appelez-moi David, s'il vous plaît. Lucy vous a déjà mentionné. Elle a une très haute opinion de vous. » « Le sentiment est mutuel, » dit mademoiselle Walsh, son attention revenant à Lucy. « Lucy est l'une de nos élèves les plus attentionnées. Monsieur Thompson me dit qu'elle fait un excellent travail en mathématiques cette année. » Lucy sentit une bouffée de fierté au compliment, mais elle remarqua comment la main de David vint se poser sur son épaule, ses doigts exerçant juste assez de pression pour lui rappeler sa présence. Ce n'était pas douloureux, mais ce n'était pas entièrement confortable non plus. « Nous sommes très fiers d'elle, » dit David, sa voix portant cette note d'autorité parentale qui sonnait encore étrange aux oreilles de Lucy. « Elle travaille très dur sur ses devoirs tous les soirs. »« C'est merveilleux à entendre, » répondit mademoiselle Walsh. Bien que Lucy crût déceler quelque chose dans l'expression de la conseillère, un léger plissement des yeux alors qu'elle observait la main de David sur l'épaule de Lucy. « Lucy, n'oublie pas que mon bureau est toujours ouvert si jamais tu veux parler de quoi que ce soit. Parfois, c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui discuter qui n'est ni un enseignant ni un parent. » Le mot semblait délibérément choisi, et Lucy sentit un frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Mademoiselle Walsh lui offrait quelque chose, un espace sûr peut-être, ou simplement un adulte qui écouterait sans jugement. « Merci, mademoiselle Walsh, » dit Lucy, le pensant plus que la conseillère ne pouvait l'imaginer. La première cloche sonna à travers la cour de récréation, signalant que les élèves devaient commencer à se diriger vers leur salle de classe. David se pencha pour faire un câlin d'adieu à Lucy, et elle supporta l'étreinte en essayant de ne pas se raidir à son contact. « Passe une bonne journée, princesse, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je serai là pour venir te chercher à 15h15. » Lucy hocha la tête et se dépêcha vers le bâtiment, soulagée d'entrer dans le sanctuaire familier de son école. Elle fit un signe d'adieu à David depuis l'embrasure de la porte, puis se tourna pour rejoindre le flot d'enfants se dirigeant à travers les couloirs vers leurs salles de classe respectives. La classe de 3e année de M. Thompson était située au 2e étage, surplombant la cour de récréation et le parking. La pièce était exactement comme Lucy l'avait laissée la veille, des rangées de pupitres soignés faisant face au tableau blanc, des affiches éducatives couvrant chaque espace mural disponible, et l'odeur réconfortante de craie et de vieux livres qui semblait imprégner chaque recoin du bâtiment. « Bonjour Lucy, » dit M. Thompson alors qu'elle entrait. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes cerclées de fils, portant l'un de ses pulls sans manches caractéristiques par-dessus une chemise boutonnée. Son attitude était formelle mais aimable, et il avait la réputation d'être juste et patient avec ses élèves. « J'espère que tu es prête pour notre interrogation de multiplication ce matin. »« Oui, monsieur Thompson, » répondit Lucy, prenant place au 3e rang et sortant sa trousse. La routine familière de préparation à la classe aida à calmer ses nerfs, et elle sentit la tension dans ses épaules commencer à se relâcher. Alors que ses camarades de classe entraient dans la pièce, bavardant sur leurs activités du soir et leurs projets du week-end, Lucy se surprit à penser à l'offre de mademoiselle Walsh de parler. Il y avait quelque chose chez la conseillère scolaire qui inspirait confiance. Peut-être était-ce son intérêt sincère pour ce que les enfants avaient à dire, ou la façon dont elle leur parlait d'égal à égal, plutôt que de les prendre de haut comme le faisaient certains adultes. La matinée se déroula à son rythme habituel, le serment d'allégeance, les annonces du matin et l'interrogation de multiplication que Lucy compléta avec confiance, grâce au tutorat de David la veille au soir. Malgré ses sentiments compliqués envers son beau-père, elle devait admettre qu'il était réellement serviable avec ses devoirs, patient dans ses explications et encourageant pour sa réussite scolaire. Pendant la récréation, Lucy se retrouva dans la cour avec sa meilleure amie Emma, une petite fille aux cheveux roux bouclés et aux taches de rousseur sur le nez. Elles étaient inséparables depuis la maternelle, partageant des secrets, échangeant des articles de déjeuner et se défendant mutuellement contre les brutes occasionnelles de la cour de récréation. « Ma mère a dit que je pouvais refaire une soirée pyjama le week-end prochain, » dit Emma alors qu'elles étaient assises sur les balançoires, se balançant doucement d'avant en arrière. « Veux-tu venir chez moi cette fois ?» Lucy ressentit un mélange complexe d'émotions à cette suggestion. Elle adorait passer du temps avec Emma, mais l'idée qu'Emma vienne à nouveau chez elle lui tordait l'estomac d'anxiété. Elle ne pouvait expliquer à son amie pourquoi elle préférait avoir des soirées pyjama n'importe où sauf chez elle.
Ça a l'air amusant, dit Lucie, choisissant soigneusement ses mots. Ma mère devra peut-être travailler de toute façon, donc ce serait probablement mieux si je venais chez toi. Emma parut satisfaite de cette réponse, et elles passèrent à d'autres sujets. Le concours de costumes d'Halloween à venir, le nouveau garçon dans leur classe qui semblait gentil mais timide, et leur excitation partagée pour le festival d'automne que Cedar Falls organisait chaque octobre sur la place de la ville. Mais même pendant que Lucie riait et bavardait avec sa meilleure amie, elle surprit son regard dérivant vers le bâtiment de l'école, se demandant si mademoiselle Walsh était dans son bureau et si elle pensait vraiment ce qu'elle avait dit à propos d'être disponible pour parler. Les mots de la conseillère résonnaient dans l'esprit de Lucie. Parfois, c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui discuter qui n'est ni un enseignant ni un parent. Le reste de la journée d'école passa rapidement, rempli d'exercices de compréhension écrite, d'une leçon de science sur le changement des saisons et d'un projet artistique impliquant la création de frottages de feuilles avec des crayons de cire et du papier de construction. Lucie se jeta dans son travail avec sa concentration caractéristique, reconnaissante de la distraction que le travail scolaire lui procurait face aux sentiments compliqués qui semblaient la suivre partout ces derniers temps. À 15h15, elle rassembla son sac à dos et se dirigea vers l'entrée principale, où les parents et tuteurs attendaient pour récupérer leurs enfants. David était là, comme promis, debout près du mât du drapeau, les mains dans les poches, observant le flot d'enfants sortir du bâtiment. Son visage s'illumina lorsqu'il aperçut Lucie, et il lui fit signe de venir avec le même enthousiasme qu'il avait montré ce matin-là. « Comment s'est passée ta journée, princesse ?» demanda-t-il alors qu'il commençait le chemin du retour, se mettant à son pas sur le trottoir. « C'était bien, » répondit Lucie, ajustant les bretelles de son sac à dos. « Nous avons eu une interrogation de multiplication et je pense que j'ai bien réussi. »« Je suis sûr que tu as réussi. Tu es une fille si intelligente, » dit David, et Lucie pouvait entendre la fierté dans sa voix. C'était déroutant, ce mélange de sollicitude sincère et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. David semblait sincèrement vouloir qu'elle réussisse, qu'elle soit heureuse, en bonne santé et en sécurité. Mais il y avait des moments, comme lorsque sa main s'attardait trop longtemps sur son épaule, ou lorsqu'il posait trop de questions sur ses amis, qui la mettaient mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait articuler. Alors qu'ils descendaient Maple Street vers leur maison, David continua son habituel interrogatoire sur sa journée. Avec qui avait-elle déjeuné? De quoi Emma et elle avaient-elles parlé pendant la récréation? Est-ce que des garçons de sa classe lui avaient prêté attention? Les questions semblaient invasives, bien que Lucie ne pût expliquer pourquoi l'intérêt d'un beau-père pour la vie sociale de sa belle-fille serait inapproprié. Leur maison apparut, une modeste structure de 2 étages avec un revêtement blanc et des volets bleus, entourée d'un petit jardin que David entretenait méticuleusement. Il y avait un garage indépendant où David gardait ses outils et son matériel d'atelier, et un sous-sol qu'il s'était approprié comme espace de travail privé lorsqu'il avait emménagé 2 ans plus tôt. Lucie n'avait pas le droit d'aller au sous-sol. David avait rendu cette règle très claire dès le début, expliquant qu'il contenait des outils dangereux et des produits chimiques qui pourraient blesser un enfant. « Pourquoi ne montes-tu pas commencer tes devoirs ?» suggéra David alors qu'ils entraient par la porte d'entrée. « Je vais nous préparer un encas et te l'apporter. » Lucie hocha la tête et monta les escaliers vers sa chambre, reconnaissante de ces quelques instants d'intimité. Sa chambre était son sanctuaire, peinte dans sa nuance préférée de lavande, avec des meubles blancs et des animaux en peluche disposés sur chaque surface disponible. Son chat, Whisker, était enroulé sur son lit et leva la tête pour la saluer d'un doux miaulement. « Salut Whisker », dit Lucie, laissant tomber son sac à dos près de son bureau et s'installant sur le lit pour gratter derrière les oreilles du chat. Whisker était un chat tigré gris et blanc que Rebecca avait adopté au refuge pour animaux pour le 6e anniversaire de Lucie. Il était affectueux et joueur, bien que dernièrement Lucie eût remarqué qu'il semblait nerveux en présence de David, se cachant souvent sous les meubles lorsque son beau-père était dans la pièce. Alors que Lucie sortait ses devoirs et les étalait sur son bureau, elle entendait David se déplacer en bas, le bruit du réfrigérateur s'ouvrant et se fermant, le bip du micro-ondes, et ses pas tandis qu'il traversait la cuisine. Bientôt, elle l'entendit monter les escaliers, et elle sentit ce flottement familier d'anxiété dans son estomac. « Voilà, » dit David, entrant dans sa chambre sans frapper et déposant une assiette de tranches de pommes et de beurre de cacahuète. « Ton goûter préféré. »« Merci, » dit Lucie, sans lever les yeux de sa feuille d'exercice de mathématiques. Elle avait appris que maintenir sa concentration sur ses devoirs aidait à décourager David de s'attarder dans sa chambre. Mais au lieu de partir, David s'assit sur le bord de son lit, faisant s'affaisser le matelas sous son poids. « Tu sais, Lucie, j'espère que tu te sens à l'aise pour me parler de tout ce qui pourrait te tracasser. »
Je sais que je ne suis pas ton vrai père, mais je tiens beaucoup à toi et je veux que tu te sentes en sécurité et heureuse dans notre maison. » Lucie leva les yeux vers lui, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de fausseté. Son expression semblait sincère, et ses paroles étaient exactement ce qu'un beau-père attentionné devrait dire. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait, la façon dont sa présence semblait emplir sa chambre et la faire paraître plus petite, lui donnait envie de se replier sur elle-même. « Je me sens en sécurité, » dit-elle, car c'était la réponse qu'il voulait entendre. « Et heureuse. »« Bien, » dit David, tendant la main pour repousser une mèche de cheveux derrière son oreille. Son contact était doux, mais Lucie dut résister à l'envie de se retirer. « Tu es une fille si spéciale, Lucie. Si intelligente et si belle. Je me sens très chanceux de faire partie de ta vie. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait « belle » qui donnait la chair de poule à Lucie, bien qu'elle ne pût expliquer pourquoi. Elle n'avait que 7 ans, et le concept d'attention inappropriée de la part d'un adulte dépassait sa compréhension. Tout ce qu'elle savait, c'est que les compliments de David la mettaient mal à l'aise plutôt que fière. « Je devrais finir mes devoirs, » dit Lucie, se retournant vers sa feuille d'exercice et espérant qu'il comprendrait l'allusion. « Bien sûr, » dit David en se levant du lit. « Je vais te laisser te concentrer, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Tu peux toujours venir me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Absolument quoi que ce soit. » Après son départ, la porte se refermant derrière lui, Lucie resta assise à son bureau un long moment sans toucher son crayon. Whisker sauta du lit et se frotta contre ses jambes, ronronnant doucement. Elle se pencha pour le caresser, trouvant du réconfort dans sa présence chaude et solide. Quelque chose n'allait pas. Lucie ne pouvait le nommer ni l'expliquer, mais elle le sentait dans ses os, de la même manière qu'elle pouvait sentir un orage arriver avant que les premiers nuages n'apparaissent dans le ciel. David était gentil avec elle, l'aidait pour ses devoirs et était clairement dévoué à sa mère. Il ne l'avait jamais blessée ni dit quoi que ce soit d'évidemment inapproprié. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, quelque chose dans les questions qu'il posait et la façon dont ses mains semblaient trouver des excuses pour la toucher, qui la faisait se sentir comme un petit animal observé par un prédateur. En travaillant sur ses problèmes de mathématiques, Lucie se surprit à penser aux paroles de Mademoiselle Walsh de ce matin-là. La conseillère scolaire avait semblé vraiment la voir, comprendre que parfois les enfants avaient besoin de quelqu'un à qui parler qui n'était ni un parent ni un enseignant. L'offre avait paru sincère, et Lucie se demanda si Mademoiselle Walsh la croirait si elle essayait d'expliquer les sentiments qu'elle ne parvenait pas tout à fait à mettre en mots. Dehors, par la fenêtre de sa chambre, le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui s'accordaient avec les feuilles d'automne de l'érable dans leur jardin de devant. Bientôt, Rebecca rentrerait de sa double garde, épuisée mais souriante, et la maison retrouverait son atmosphère normale. L'attention de David se tournerait vers sa femme, et Lucie pourrait se retirer dans sa chambre, avec ses devoirs et son chat, sans se sentir constamment observée. Mais Rebecca devrait refaire une double garde demain soir, et la nuit suivante. Le docteur Martinez était toujours malade, et l'unité pédiatrique manquait de personnel. Lucie serait de nouveau seule avec David, naviguant dans les sentiments compliqués qu'elle ne pouvait nommer et essayant de comprendre pourquoi un homme qui semblait se soucier d'elle la mettait si profondément mal à l'aise. En terminant sa feuille d'exercice de mathématiques et en passant à sa lecture, Lucie prit une décision. Demain, pendant la récréation, elle irait trouver Mademoiselle Walsh et verrait si l'offre de la conseillère de parler était sincère. Elle ne pourrait peut-être pas expliquer exactement ce qui n'allait pas, mais peut-être que Mademoiselle Walsh comprendrait les sentiments que Lucie ne parvenait pas à mettre en mots. Le bruit des pas de David dans le couloir en bas rappela à Lucie qu'elle n'était pas vraiment seule, qu'elle était observée et surveillée même quand elle ne pouvait pas le voir. Elle prit Whisker sur ses genoux et enfouit son visage dans sa fourrure douce, souhaitant pouvoir avancer rapidement les heures du soir jusqu'à ce que sa mère rentre et que la maison redevienne sûre. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de finir ses devoirs, de dîner et d'essayer d'éviter de passer plus de temps seule avec l'homme qui était censé la protéger, mais qui, au lieu de cela, lui donnait l'impression d'avoir besoin de protection contre lui. La semaine suivante amena un schéma que Lucie commençait à reconnaître avec une appréhension croissante. Les gardes doubles de Rebecca à l'hôpital général de Cedar Falls étaient devenues plus fréquentes, la maladie du docteur Martinez s'étirant sur sa 2e semaine, laissant Lucie seule avec David la plupart des soirs. Chaque fois que sa mère l'embrassait pour lui dire au revoir et partait dans l'obscurité, Lucie sentait un nœud familier se former dans son estomac, un sentiment de malaise qui semblait s'intensifier de jour en jour. C'était un jeudi soir lorsque le sentiment inconfortable qui s'était accumulé pendant des jours se cristallisa finalement en quelque chose que Lucie pouvait presque nommer.
Rebecca était partie travailler à 18 heures, son sac d'infirmière en bandoulière et l'épuisement déjà visible dans les rides autour de ses yeux. David avait préparé le dîner ou des spaghettis à la sauce bolognaise, l'un des plats préférés de Lucie, et ils avaient mangé ensemble à la table de la cuisine tandis que le vent d'automne secouait les fenêtres de leur maison sur Maple Street. « Tu es bien silencieuse ce soir, princesse », observa David alors que Lucie poussait les pâtes dans son assiette sans grand enthousiasme. « Tout va bien à l'école ?» Lucie leva les yeux de son dîner, étudiant le visage de David à la chaude lueur de la cuisine. Pour n'importe qui d'autre, il aurait paru l'image même d'un beau-père attentionné. Son expression douce, sa voix emplie de ce qui semblait être une réelle sollicitude pour son bien-être. Mais Lucie avait appris à lire les signes subtils que les autres manquaient, la façon dont ses yeux s'attardaient sur son visage juste un instant de trop, le léger changement dans sa posture lorsqu'ils étaient seuls ensemble, les questions qui sondaient plus profondément qu'un intérêt désinvolte ne le justifiaient. « Je vais bien », dit Lucie, prenant une petite bouchée de spaghettis pour éviter d'autres questions. « Juste fatiguée, je suppose. »« Tu as beaucoup travaillé sur tes devoirs ces derniers temps, » dit David, enroulant les pâtes autour de sa fourchette avec une aisance consommée. « Monsieur Thompson semble très satisfait de tes progrès en mathématiques. Peut-être que ce week-end, nous pourrions faire quelque chose d'amusant ensemble. Juste nous deux. Ta mère devra probablement travailler encore, alors nous aurons plein de temps. » La suggestion fit se serrer l'estomac de Lucie, bien qu'elle ne pût expliquer pourquoi la perspective de passer plus de temps avec David la remplissait d'une telle anxiété. Il était toujours gentil avec elle, toujours patient avec ses devoirs, toujours prêt avec des encas et des encouragements. Pourtant, quelque chose dans son attention lui pesait, l'étouffait, comme une couverture trop chaude par une nuit d'été. « Peut-être », dit Lucie évasivement, concentrant son attention sur son assiette. Après avoir fini de manger, David insista pour aider Lucie avec ses devoirs, comme c'était devenu son habitude. Ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine pendant que Lucie travaillait sur sa fiche de compréhension écrite. La chaise de David était positionnée juste assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne et la chaleur irradiante de son corps. Toutes les quelques minutes, il se penchait pour vérifier ses progrès, sa main venant se poser sur son épaule ou sur le dossier de sa chaise, sa présence planant au-dessus d'elle d'une manière qui rendait la concentration difficile. « Tu es une fille si intelligente », murmura David alors que Lucie répondait correctement à une question sur la motivation du personnage principal de l'histoire qu'il lisait. « Je suis si fier de la façon dont tu travailles dur. Tu vas devenir une jeune femme très spéciale. » La façon dont il disait « jeune femme » donnait la chair de poule à Lucie, bien qu'elle ne pût articuler pourquoi. Elle n'avait que 7 ans, à peine une jeune femme selon quelque définition que ce soit. Mais quelque chose dans le ton de David suggérait qu'il la voyait comme autre chose que l'enfant qu'elle était. « Je pense que je comprends les devoirs maintenant », dit Lucie, fermant son cahier d'exercice et rassemblant ses papiers. « Peut-être que je devrais monter et les finir dans ma chambre. » Bien sûr, dit David, mais au lieu de reculer sa chaise pour lui laisser de l'espace, il resta où il était, forçant Lucie à se faufiler devant lui pour atteindre les escaliers. Ce faisant, sa main effleura son bras dans ce qui aurait pu être un accident, mais qui parut délibérément planifié. À l'étage, dans sa chambre, Lucie essaya de se concentrer sur le reste de ses devoirs, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers l'interaction inconfortable dans la cuisine. Whisker était enroulé sur son lit, sa fourrure grise et blanche brillant à la lumière de sa lampe de bureau. Dernièrement, elle avait remarqué que son chat semblait aussi mal à l'aise qu'elle en présence de David, se cachant souvent sous son lit ou dans son placard lorsque son beau-père était dans la pièce. « Au moins, je n'imagine pas ça », murmura Lucie à Whisker, qui leva la tête et la regarda avec des yeux vert entendus. « Tu ne l'aimes pas non plus, n'est-ce pas ?» Comme en réponse à sa question, les oreilles de Whisker se dressèrent soudainement, et il sauta du lit pour se tenir près de la porte de sa chambre. Lucie entendit des pas dans le couloir, des pas lents et délibérés qui s'arrêtèrent devant sa chambre. Elle retint son souffle, attendant de voir si David frapperait, mais après un long moment, les pas continuèrent dans le couloir en direction de la chambre principale. L'incident laissa Lucie nerveuse et hyper consciente de chaque son dans la maison. Elle entendait David se déplacer en bas, la télévision s'allumer, le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer, et ce qui ressemblait à des papiers bruissants au sous-sol. Le sous-sol était le domaine de David, un espace qu'il s'était approprié en emménageant 2 ans plus tôt et qu'il avait déclaré interdit à Lucie comme à Rebecca. Il expliquait qu'il contenait des outils dangereux et des produits chimiques provenant de son travail de superviseur de maintenance, et qu'il ne serait pas sûr pour un enfant de l'explorer. Mais ce soir-là, alors que Lucie était assise à son bureau, essayant de finir ses devoirs,
elle entendait des bruits inhabituels venant d'en bas. Pas les bruits typiques de menuiserie ou de réparation domestique que David prétendait faire là-bas, mais autre chose. Le ronronnement mécanique de ce qui aurait pu être une vieille imprimante, le bruissement de papier, et occasionnellement ce qui ressemblait à David se parlant à lui-même à voix basse, en murmures indistincts. La curiosité l'emporta sur son anxiété, et Lucie se retrouva à marcher sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de sa chambre et à coller son oreille contre le bois. Les sons provenaient définitivement du sous-sol, rythmés et déterminés, comme si David travaillait sur une sorte de projet qui exigeait une grande concentration. Elle se demanda ce qui pouvait bien le tenir occupé là-bas pendant des heures, surtout qu'elle n'avait jamais vu la moindre preuve du projet de menuiserie qu'il prétendait poursuivre. Un craquement soudain dans le couloir fit sursauter Lucie, son cœur battant la chamade à l'idée d'être surprise en train d'écouter aux portes. Elle retourna rapidement à son bureau et prit son crayon, faisant semblant d'être absorbée par ses devoirs, au cas où David déciderait de venir la voir à nouveau. Le lendemain matin apporta le réconfort familier de la routine scolaire, et Lucie se surprit à attendre avec impatience la marche vers l'école élémentaire de Cedar Falls avec un empressement qui la surprit. Tout valait mieux que de rester dans la maison avec David, même l'air frisquet d'octobre qui rendait son souffle visible en petites bouffées alors qu'il descendait Maple Street. « Tu sembles beaucoup plus joyeuse ce matin », observa David pendant qu'il marchait, ses longues enjambées forçant Lucie à se dépêcher pour suivre. « As-tu bien dormi ?»« Oui », mentit Lucie, ne voulant pas admettre qu'elle était restée éveillée pendant des heures, écoutant les bruits étranges provenant du sous-sol et sursautant à chaque craquement et gémissement de la vieille maison se tassant sur ses fondations. « Les petites filles qui grandissent ont besoin de leur repos, dit David. Et encore une fois, quelque chose dans son ton mit Lucie mal à l'aise. La façon dont il insistait sur « petites filles qui grandissent » semblait comporter des implications qu'elle était trop jeune pour comprendre, mais assez âgée pour trouver dérangeantes. À l'école, Lucie se jeta dans son travail scolaire avec une concentration renouvelée, reconnaissante de la structure prévisible des leçons de M. Thompson et de la familiarité confortable de sa routine en classe. Pendant la récréation du matin, elle se surprit à chercher du regard Mademoiselle Walsh dans la cour, se souvenant de l'offre aimable de la conseillère de parler chaque fois que Lucie aurait besoin de quelqu'un pour l'écouter. Elle aperçut Mademoiselle Walsh près de l'entrée de l'école, saluant un groupe d'élèves de maternelle qui revenaient d'une promenade dans la nature autour du terrain de l'école. La conseillère était accroupie à leur hauteur, écoutant attentivement un petit garçon décrire avec enthousiasme les différents types de feuilles qu'il avait collectés. Son intérêt sincère pour ce que les enfants avaient à dire, sa manière patiente de répondre à leurs questions, rappelèrent à Lucie pourquoi elle s'était sentie si immédiatement attirée par elle. Mademoiselle Walsh, appela Lucie, s'approchant du groupe avec des pas prudents. Lucie, le visage de Mademoiselle Walsh s'illumina d'un sourire chaleureux. « Comment vas-tu aujourd'hui, ma chérie ?»« Je vais bien, » dit Lucie, bien que les mots parussent inadéquats pour décrire le mélange complexe d'émotions qu'elle éprouvait ces derniers temps. « Je me demandais, pensiez-vous vraiment ce que vous avez dit hier à propos de pouvoir vous parler ?» L'expression de Mademoiselle Walsh devint plus sérieuse, et elle guida doucement Lucie à quelques pas des élèves de maternelle. « Bien sûr que je le pensais. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe et dont tu aimerais discuter ?» Lucie sentit un frémissement d'espoir mêlé d'anxiété. Elle voulait désespérément se confier à quelqu'un sur les sentiments qu'elle ne pouvait nommer, le sentiment croissant que quelque chose n'allait pas chez elle. Mais comment pourrait-elle expliquer le comportement de David alors qu'il n'avait jamais rien fait d'évidemment mal? Comment pourrait-elle articuler le malaise qu'elle ressentait alors qu'il n'était que gentil et serviable en apparence? Peut-être, dit Lucie prudemment. Mais je ne suis pas sûre de comment, je veux dire, et si quelque chose semble mal mais que vous ne pouvez pas vraiment expliquer pourquoi? Les yeux de Mademoiselle Walsh s'aiguisèrent d'intérêt et d'inquiétude. Parfois, nos sentiments essaient de nous dire quelque chose d'important, même lorsque nous ne pouvons pas mettre ces sentiments en mots. Voudrais-tu venir à mon bureau pendant le déjeuner aujourd'hui? Nous pourrions avoir une conversation tranquille, juste nous deux. Oui, dit Lucie rapidement, un soulagement l'inondant. J'aimerais beaucoup ça. Merveilleux. Mon bureau est au premier étage, juste à côté de la bibliothèque. Sais-tu où c'est? Lucie hocha la tête avec empressement. Elle était passée devant le bureau de Mademoiselle Walsh de nombreuses fois, mais n'avait jamais eu de raison de s'y rendre. La perspective d'avoir un espace sûr pour exprimer ses préoccupations, même si elle ne pouvait pas les articuler pleinement, lui parut comme une bouée de sauvetage lancée à une personne qui se noie. Le reste de la matinée passa lentement, l'attention de Lucie partagée entre la leçon d'études sociales de M. Thompson et l'anticipation de son rendez-vous de midi avec Mademoiselle Walsh.
Elle se surprit à répéter ce qu'elle pourrait dire, essayant de trouver des mots pour des sentiments qui semblaient exister au-delà des limites de son vocabulaire de 7 ans. Lorsque la cloche du déjeuner sonna enfin, Lucie rassembla ses affaires et se dirigea à travers les couloirs bondés vers le premier étage. Le bureau de Mademoiselle Walsh était exactement là où elle l'avait dit. Une petite pièce accueillante avec un éclairage doux, des chaises confortables et des murs décorés d'affiches joyeuses sur l'amitié, la gentillesse et la défense de soi. « Entre, Lucie », dit Mademoiselle Walsh, désignant l'une des chaises pour enfants disposées autour d'une table basse. « Voudrais-tu du jus ? J'ai pomme et orange. »« Pomme, s'il vous plaît », dit Lucie, s'installant sur la chaise et acceptant la petite tasse que Mademoiselle Walsh lui offrit. Le simple fait d'être servie de rafraîchissement la fit se sentir valorisée et prise en charge d'une manière qui contrastait vivement avec la tension croissante qu'elle ressentait à la maison. « Alors », dit Mademoiselle Walsh, s'asseyant en face de Lucie et lui accordant toute son attention. « Tu as mentionné que quelque chose te semble anormal, mais tu ne sais pas trop comment l'expliquer. Parfois, il suffit de commencer à parler, même si les mots ne sortent pas exactement comme il faut au début. » Lucie prit une gorgée de son jus de pomme, rassemblant son courage. « C'est à propos de mon beau-père, dit-elle finalement. David, il est très gentil avec moi. Il m'aide pour mes devoirs, fait de bons plats, et ma mère l'aime vraiment. Mais, Mademoiselle Walsh l'encouragea doucement lorsque les mots de Lucie s'éteignirent. Mais il me met mal à l'aise parfois. Pas parce qu'il est méchant ou quoi que ce soit. Il n'est jamais méchant. Mais la façon dont il me regarde et les questions qu'il pose. Lucie peinait à trouver les mots justes. Et quand ma mère n'est pas à la maison, il agit différemment, comme s'il me surveillait tout le temps. Mademoiselle Walsh hocha la tête d'un air encourageant, son expression sérieuse mais pas alarmée. Peux-tu m'en dire plus sur la façon dont il agit différemment ? Il pose beaucoup de questions sur mes amis, dit Lucie, les mots venant plus facilement maintenant qu'elle avait commencé. Des questions vraiment détaillées sur Emma, où elle habite, ce que font ses parents. Et quand Emma est venue pour une soirée pyjama le week-end dernier, il n'arrêtait pas de venir nous voir, plus qu'il n'en avait besoin. Il voulait savoir ce qu'on portait pour dormir et si on avait besoin d'aide pour se changer. Je vois, dit Mademoiselle Walsh doucement. Et comment cela t'a-t-il fait sentir ? Effrayé, admit Lucie. Pas effrayé comme s'il allait nous faire du mal, mais effrayé comme si quelque chose n'allait pas avec ça. Et il me touche plus quand ma mère n'est pas là. Pas d'une mauvaise manière, ajouta-t-elle rapidement. Juste ses mains sur mes épaules, ou repoussant mes cheveux, ou s'asseyant très près quand il m'aide avec les devoirs. Ça me fait drôle à l'estomac. Mademoiselle Walsh resta silencieuse un moment, choisissant clairement ses mots. Lucie, je veux que tu saches que tu es très courageuse de me parler de ça. Parfois, quand quelque chose ne semble pas normal, c'est parce que nos instincts essaient de nous protéger. Il est important d'écouter ses sentiments. Mais et si j'ai tort ? Demanda Lucie. Et s'il essaie juste d'être gentil et que je suis méchante de ne pas l'aimer ? Tu n'es pas méchante, dit fermement Mademoiselle Walsh. Tu as tout à fait le droit de te sentir à l'aise chez toi et avec les adultes qui sont censés prendre soin de toi. Si le comportement de quelqu'un te met mal à l'aise, c'est une information importante, même si cette personne semble gentille en surface. Lucie sentit une vague de validation qui fut à la fois soulageante et effrayante. Une partie d'elle avait espéré que Mademoiselle Walsh lui dirait qu'elle imaginait des choses, que le comportement de David était parfaitement normal pour un beau-père. Mais l'attention sérieuse de la conseillère à ses préoccupations confirmait que ses instincts pouvaient être justes, que quelque chose n'allait vraiment pas. « Que devrais-je faire ?» demanda Lucie. « Pour l'instant, je veux que tu continues à faire confiance à tes instincts, dit Mademoiselle Walsh. Si jamais tu te sens en danger ou mal à l'aise, tu peux toujours venir me trouver. Et si quelque chose arrive qui te fait peur ou t'inquiète, je veux que tu me le dises tout de suite. Peux-tu me le promettre ? » Oui, dit Lucie, le pensant sincèrement. Bien. Et Lucie, tu n'es pas seule dans cette situation. Il y a des adultes ici qui se soucient de toi et veulent te garder en sécurité. Ne l'oublie jamais. En retournant dans sa classe, Lucie se sentit à la fois plus légère et plus accablée qu'avant sa conversation avec Mademoiselle Walsh. La conseillère l'avait prise au sérieux, avait validé ses sentiments et l'avait fait se sentir moins seule. Mais elle avait aussi confirmé que les instincts de Lucie méritaient d'être écoutés, ce qui signifiait que les sentiments inconfortables qu'elle éprouvait étaient probablement fondés sur la réalité. Le reste de la journée d'école passa dans un flou de leçons et d'activités. Mais Lucie se surprit à prêter une attention plus soutenue à son environnement, à la façon dont les adultes de sa vie interagissaient avec elle et les autres enfants.
Monsieur Thompson était gentil mais maintenait des limites appropriées. Il ne touchait jamais les élèves inutilement, ne posait jamais de questions personnelles qui semblaient intrusives, ne faisait jamais de commentaires sur leur apparence qui paraissaient inappropriés. Le contraste avec le comportement de David devenait de plus en plus apparent. Quand 15h15 arriva et que Lucy vit David attendre près du mât, son estomac se noua de l'anxiété familière qui était devenue sa compagne constante. Mais armée de la validation de Mademoiselle Walsh et sachant qu'elle avait une alliée à l'école, Lucy se sentit légèrement moins impuissante qu'elle ne l'avait été ce matin-là. « Comment s'est passée ta journée, princesse ?» demanda David alors qu'il commençait le chemin du retour, son ton aussi chaleureux et attentionné que d'habitude. « C'était bien, » répondit Lucy. Mais cette fois, elle était plus consciente du poids derrière ces questions apparemment innocentes. « As-tu passé du temps avec des amis aujourd'hui ? Cette fille, Emma, peut-être ? Nous avons joué ensemble à la récréation, dit Lucy, offrant aussi peu de détails que possible. C'est une fille si douce, continua David. Très jolie aussi. Vous grandissez toutes les deux si vite. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous serez de jeunes femmes au lieu de petites filles. Le commentaire envoya un frisson à travers Lucy qu'elle ne put ignorer. Les mots de Mademoiselle Walsh résonnaient dans son esprit, fais confiance à tes instincts. Fais attention à la façon dont le comportement de quelqu'un te fait sentir. Et en ce moment, le commentaire de David sur elle et Emma grandissant la mettait profondément mal à l'aise. Ce soir-là, alors que Rebecca se préparait à partir pour une autre double garde, Lucy eut envie de supplier sa mère de ne pas y aller. La perspective de passer une autre nuit seule avec David lui semblait écrasante, surtout maintenant que sa conversation avec Mademoiselle Walsh avait mis ses craintes plus nettement en lumière. « Sois sage avec David, » dit Rebecca, embrassant le front de Lucy avant de se diriger vers la porte. « Je te verrai demain matin, ma chérie. » Après le départ de Rebecca, la maison sembla prendre une atmosphère différente, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. David suivit sa routine du soir, nettoyer la cuisine, vérifier les portes et les fenêtres, s'installer devant la télévision avec une tasse de café. Mais Lucy remarqua des choses qu'elle avait manquées auparavant. La façon dont ses yeux la suivaient lorsqu'elle se déplaçait dans la pièce, les questions désinvoltes pour savoir si elle avait déjà pris son bain. La suggestion qu'elle devenait peut-être trop grande pour se baigner seule. « Je peux prendre mon bain toute seule, » dit Lucy fermement, surprise par sa propre audace. David parut momentanément décontenancé par son ton, mais son sourire ne faiblit jamais. « Bien sûr que tu peux, princesse. Je veux juste m'assurer que tu es en sécurité. Cette salle de bain peut être glissante quand elle est mouillée. »« Je ferai attention, » dit Lucy, se dirigeant déjà vers les escaliers. En montant au 2e étage, Lucy sentit les yeux de David sur son dos, et elle accéléra le pas jusqu'à atteindre la sécurité de sa chambre. Whisker l'attendait sur le lit, et elle le prit dans ses bras, trouvant du réconfort dans sa présence chaude et solide. « J'ai parlé à Mademoiselle Walsh aujourd'hui, » murmura-t-elle au chat. « Elle me croit. Elle pense aussi que quelque chose ne va pas. » Comme en réponse à ces paroles, Whisker se tendit soudain dans ses bras, ses oreilles s'aplatissant contre sa tête. Lucy suivit son regard vers la porte de sa chambre et réalisa que les bruits du sous-sol avaient recommencé. Le ronronnement mécanique, le bruissement de papier, et la voix basse de David murmurant des mots qu'elle ne pouvait distinguer. Mais ce soir, il y avait quelque chose d'autre. Un son qui lui glaça le sang, bien qu'elle ne pût immédiatement l'identifier. Cela ressemblait presque à des pleurs, très faibles, très lointains, mais indubitablement le son de quelqu'un en détresse. Lucy se glissa jusqu'à la porte de sa chambre et colla son oreille contre le bois, s'efforçant d'entendre plus clairement. Les bruits du sous-sol continuaient. L'imprimante, les papiers, la voix de David, mais en dessous de tout cela, il y avait ce mince filet de son qui aurait pu être des sanglots. Elle recula de la porte, le cœur battant la chamade d'une peur qui dépassait tout ce qu'elle avait connu auparavant. Quoi que David fît au sous-sol, ce n'était pas de la menuiserie. Et si quelqu'un pleurait là-bas? La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Elle n'était pas la seule à se sentir mal à l'aise en présence de David. Elle n'était peut-être pas la seule enfant dont les instincts lui disaient que quelque chose n'allait vraiment pas. Lucy passa le reste de la soirée dans sa chambre, trop effrayée pour s'aventurer en bas, même pour un verre d'eau. Quand elle s'endormit enfin, c'était avec Whisker blotti protecteur contre sa poitrine et la porte de sa chambre fermement close. Mais même dans son sommeil, elle ne pouvait échapper à l'écho de ses pleurs lointains ou à la certitude croissante que, quoi qu'il se passât dans sa maison, c'était bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Demain, décida-t-elle en s'endormant, elle parlerait à nouveau à Mademoiselle Walsh.
Et cette fois, elle trouverait un moyen de lui parler des bruits du sous-sol, même si elle ne pouvait pas expliquer pleinement ce qu'ils signifiaient. Car Lucy commençait à comprendre que sa sécurité, et peut-être celle d'autres personnes, pourrait dépendre de son courage à parler de choses que les adultes préféreraient ne pas entendre. Vendredi soir arriva avec un poids menaçant que Lucy sentit s'installer dans sa poitrine dès que Rebecca commença à rassembler ses affaires pour une autre double garde à l'hôpital général de Cedar Falls. Le vent d'automne hurlait au coin de leur maison sur Maple Street, secouant les fenêtres et envoyant des feuilles séchées déraper sur le porche comme de minuscules griffes grattant contre le bois. Lucy était assise à la table de la cuisine, mangeant machinalement le sandwich au fromage grillé que David avait préparé pour le dîner, mais chaque bouchée avait le goût du sable dans sa bouche. « Le docteur Martinez est toujours malade », dit Rebecca, vérifiant son reflet dans le miroir du couloir alors qu'elle se préparait à partir. Les cernes sous ses yeux témoignaient de l'épuisement qui était devenu son compagnon constant ces dernières semaines. « Je suis désolée, ma chérie. Je sais que tu n'aimes pas quand je dois travailler tant de nuits d'affilée. » Lucy voulait dire à sa mère que ce n'étaient pas les nuits seules qui l'effrayaient. C'étaient les nuits seules avec David. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, alourdis par la complexité des émotions qu'elle ne pouvait toujours pas articuler pleinement. Comment pouvait-elle expliquer que l'homme que sa mère aimait et en qui elle avait confiance la faisait se sentir comme une souris observée par un faucon? « C'est bon, maman, » dit Lucy à la place, réussissant un sourire qui semblait aussi fragile que du verre. « Je comprends. » David se plaça derrière Rebecca, posant ses mains sur ses épaules dans ce qui semblait être un geste de réconfort et de soutien. Mais Lucy remarqua comment ses doigts semblaient s'attarder, comment son contact paraissait possessif plutôt que attentionné, et comment ses yeux croisèrent ceux de Lucy à travers la cuisine tandis que ses mains restaient sur le corps de sa mère. « Ne t'inquiète pas pour nous, » dit David, sa voix portant ce ton chaleureux et rassurant qui avait autrefois mis Lucy en sécurité mais qui lui donnait maintenant la chair de poule. « Lucy et moi passons toujours de bons moments ensemble, n'est-ce pas, princesse ? » « Oui, » répondit Lucy automatiquement, bien que le mot lui parût être un mensonge sur sa langue. Après que Rebecca eut quitté la maison, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité au-delà de Maple Street, la maison sembla expirer lentement, comme si elle aussi retenait son souffle en prévision de ce que la soirée pourrait apporter. David suivit sa routine habituelle de nettoyage de la cuisine et de vérification des serrures des portes. Mais Lucy remarqua que ses mouvements semblaient plus déterminés ce soir, comme s'il se préparait à quelque chose de spécifique. « Pourquoi ne montes-tu pas te préparer pour le lit ?» suggéra David, son ton désinvolte mais ses yeux vifs d'une intensité qui fit palpiter l'estomac de Lucy d'anxiété. « Je monterai dans un petit moment pour voir comment tu vas. » La perspective que David vienne la voir fit battre le cœur de Lucy d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. Ces derniers jours, ses visites au coucher étaient devenues plus longues et plus intrusives, remplies de questions sur son corps, son amitié naissante avec Emma, et si elle avait des questions sur le fait de grandir qu'elle voulait discuter avec lui. « Je peux me préparer toute seule, » dit Lucy, surprise par la fermeté de sa propre voix. Le sourire de David vacilla juste un instant, révélant quelque chose de froid sous la surface. « Bien sûr que tu peux, princesse, mais j'aime m'assurer que tu es en sécurité et à l'aise. C'est ce que font les bons pères. » Le mot « père » flotta dans l'air entre eux comme un défi. David n'était pas son père. Ne le serait jamais, peu importe à quel point sa mère l'aimait. Et quelque chose dans la façon dont il revendiquait ce titre, la possessivité dans sa voix quand il le disait, donnait la nausée à Lucy. À l'étage, dans sa chambre, Lucy suivit les gestes de sa routine du coucher avec une précision mécanique. Elle se brossa les dents, se lava le visage et enfila son pyjama, un simple ensemble de pantalons en coton et d'une chemise à manches longues qui la couvrait complètement. Dernièrement, elle s'était surprise à choisir des vêtements de nuit qui révélaient le moins de peau possible, bien qu'elle ne pût expliquer pourquoi cela lui semblait important. Whisker l'attendait sur le lit, ses yeux verts brillants de ce qui semblait être de l'inquiétude. Le chat s'était comporté étrangement toute la semaine, passant plus de temps dans la chambre de Lucy et moins de temps à explorer le reste de la maison. C'était comme s'il sentait lui aussi que quelque chose n'allait pas, que le sanctuaire familier de leur foyer était devenu un endroit où le danger rôdait dans l'ombre. « J'aimerais que tu puisses parler, » murmura Lucy à Whisker, lui grattant derrière les oreilles et trouvant du réconfort dans son ronronnement vibrant. « J'aimerais que tu puisses me dire ce que tu penses de David. » Comme invoqué par ces paroles, le bruit des pas de David résonna dans le couloir devant sa chambre. Lucy se tendit, serrant Whisker plus fort contre sa poitrine et attendant de voir si son beau-père frapperait à sa porte. Les pas s'arrêtèrent devant sa chambre pendant ce qui parut une éternité. Et Lucy retint son souffle,
priant pour qu'il continue vers sa propre chambre, mais au lieu de frapper, les pas dépassèrent sa porte et continuèrent dans le couloir vers les escaliers. Lucie entendit la porte du sous-sol grincer en s'ouvrant, suivi du bruit des pas lourds de David sur les marches en bois qui menaient à son domaine interdit. En quelques minutes, les bruits familiers commencèrent, le ronronnement mécanique de la vieille imprimante, le bruissement de papier, et la voix de David murmurant des mots que Lucie ne parvenait pas tout à fait à distinguer. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent dans les sons, quelque chose de plus urgent et concentré qui fit se hérisser les poils sur la nuque de Lucie. Et puis elle l'entendit à nouveau. Le son qui avait hanté ses rêves ces 2 dernières nuits. Des pleurs, doux, étouffés, mais indubitablement le son de quelqu'un en détresse. Le son semblait provenir du sous-sol, mêlé au bruit mécanique et à la voix basse de David. Lucie resta figée sur son lit, Whisker tendu dans ses bras, tandis que l'horrible prise de conscience l'envahissait. Quelqu'un était là-bas avec David. Quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. Les pleurs devinrent plus forts, plus désespérés, et Lucie sentit sa peur se transformer en autre chose, une détermination féroce qui la surprit par son intensité. Mademoiselle Walsh lui avait dit de faire confiance à ses instincts, de parler quand quelque chose n'allait pas. Mais et si parler ne suffisait pas? Et si quelqu'un avait besoin d'aide maintenant, ce soir, et que Lucie était la seule à pouvoir la fournir? Elle attendit que les bruits du sous-sol retrouvent leur rythme habituel, puis déposa soigneusement Whisker sur le lit et se glissa jusqu'à la porte de sa chambre. Le couloir était sombre et silencieux, éclairé seulement par la faible lueur de la veilleuse que Rebecca avait installée des années auparavant, lorsque Lucie avait peur du noir. Maintenant, l'obscurité lui semblait une amie, lui offrant une dissimulation alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers. La porte du sous-sol était légèrement entr'ouverte, et une mince ligne de lumière filtrait par la fente dans le couloir. Lucie entendait David se déplacer en bas, ses pas lourds sur le sol en béton, ponctué par le bruit de papier bruissant et ce qui aurait pu être des tiroirs s'ouvrant et se fermant. Mais en dessous de tout cela, il y avait ce filet de pleurs, fin et désespéré, comme le son d'un animal blessé pris au piège. Lucie savait qu'elle devrait retourner dans sa chambre, attendre le matin et raconter à Mademoiselle Walsh ce qu'elle avait entendu. Mais les pleurs semblaient faiblir, devenir plus désespérés, et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'attendre pourrait être trop tard pour quiconque se trouvait là-bas. Prenant une profonde inspiration, Lucie poussa la porte du sous-sol juste assez pour se faufiler et commença sa descente des marches en bois. Chaque marche semblait résonner comme le tonnerre à ses oreilles, et elle s'arrêtait fréquemment pour écouter tout signe que David l'aurait entendu. Mais les bruits d'en bas continuaient, inchangés, l'imprimante, les papiers, et sa voix basse murmurant ce qui ressemblait à des instructions ou des ordres. Le sous-sol était plus grand que Lucie ne l'avait imaginé, s'étendant au-delà du cercle de lumière projeté par une unique ampoule nue suspendue au plafond. L'air sentait l'humidité et les produits chimiques, avec une odeur sous-jacente qui lui fit plisser le nez de dégoût. L'établi de David dominait un coin de l'espace, couvert de ce qui semblait être des photographies étalées en rangées soignées, comme une exposition macabre. Mais ce n'étaient pas les photographies qui glaçaient le sang de Lucie. C'était le son de Whisker miaulant frénétiquement depuis quelque part dans l'obscurité, au-delà de l'établi. Son chat était ici, piégé ou caché, et ses cris de détresse se mêlaient aux sanglots humains qui l'avaient attiré en bas. Lucie se glissa vers le son des cris de Whisker, se déplaçant avec précaution pour éviter les endroits grinçants du sol en béton qui pourraient alerter David de sa présence. En contournant l'établi, elle vit son chat accroupi derrière une pile de boîtes en carton, sa fourrure hérissée et ses yeux écarquillés de peur. « Whisker » murmura Lucie en tendant la main vers son chat. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» En soulevant Whisker dans ses bras, son épaule heurta l'une des boîtes en carton, et elle la sentit vaciller dangereusement sur sa pile. Le temps sembla ralentir tandis que la boîte basculait, chancelait, puis tombait au sol avec un fracas qui résonna dans le sous-sol comme un coup de feu. Des photographies se dispersèrent sur le béton en un éventail d'images en noir et blanc qui firent basculer le monde de Lucie. Même dans la pénombre, elle pouvait en voir assez pour comprendre que ce n'étaient pas des photographies de famille normale ou des photos du travail de David. C'étaient des images d'enfants, des enfants dormant, des enfants se déshabillant, des enfants dans des moments de vulnérabilité et d'intimité qui n'auraient jamais dû être capturés sur pellicule. Et là, parmi les photographies éparpillées, Lucie vit son propre visage la fixant. Photo après photo d'elle-même dormant dans son lit, changeant de vêtements dans sa chambre, sortant du bain, toutes prises à son insu. Il y avait aussi des photographies d'Emma, de leur soirée pyjama du week-end précédent, des images qui retournèrent l'estomac de Lucie d'une nausée qui allait au-delà du malaise physique.
Mais il n'y avait pas que des photos d'elle et d'Emma. Il y avait d'autres enfants aussi, des visages qu'elle reconnaissait de l'école, du quartier, de la cour de récréation de Cedar Falls Elementary. Des enfants qui avaient visité leur maison pour des après-midi de jeux ou des fêtes d'anniversaire. Des enfants dont les parents faisaient confiance à David. Des enfants qui n'avaient aucune idée que leurs moments les plus intimes avaient été violés et conservés dans ces horribles images. Les mains de Lucie tremblaient tandis qu'elle ramassait plusieurs des photographies, son esprit de 7 ans luttant pour traiter ce qu'elle voyait, mais comprenant à un niveau instinctif que c'était mal. Profondément, terrifiante mal. Ces photos étaient la preuve de quelque chose de diabolique, quelque chose qui devait être arrêté, quelque chose que les adultes devaient savoir immédiatement. Le bruit des pas de David traversant le sol du sous-sol fit s'arrêter le cœur de Lucie. Il venait vers elle, attiré par le bruit de la boîte tombée, et elle n'avait que quelques secondes pour agir avant qu'il ne la découvre dans son sanctuaire interdit. Agissant purement par instinct, Lucie fourra plusieurs des photographies les plus troublantes dans la poche de son haut de pyjama, attrapa Whisker et commença à se diriger vers les escaliers aussi rapidement et silencieusement qu'elle le pouvait. Derrière elle, elle entendait la voix de David, tranchante de suspicion et de colère. « Qui est là ? » ?»« Lucie ? C'est toi, Lucie ?» Lucie atteignit les escaliers juste au moment où David contournait son établi, son visage un masque de fureur qui transformait ses traits familiers en quelque chose de monstrueux. Un instant, leurs yeux se croisèrent à travers le sous-sol, et Lucie vit quelque chose dans l'expression de David qui lui fit comprendre avec une clarté cristalline l'étendue du danger dans lequel elle se trouvait. « Je venais juste chercher Whisker, » dit Lucie, sa voix étonnamment stable malgré la terreur qui lui parcourait les veines. Il pleurait. Et j'ai cru qu'il pouvait être blessé. L'expression de David changea, le masque du beau-père attentionné se remettant en place si doucement que Lucie aurait pu croire avoir imaginé la fureur, n'eussent été les photographies cachées dans sa poche. Whisker ne devrait pas être ici, princesse. Ce n'est pas sûr pour les chats, ni pour les petites filles. La menace dans sa voix était subtile mais indubitable. Lucie serra Whisker plus fort contre sa poitrine et fit un autre pas vers les escaliers. « Je suis désolé. Je vais le monter maintenant. » « C'est une bonne idée, » dit David, se rapprochant à chaque mot. « Et Lucie, gardons ça entre nous, d'accord ? Ta mère a assez de soucis sans savoir que tu as désobéi aux règles concernant le sous-sol. » Lucie hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler, et se dépêcha de monter les escaliers avec Whisker ronronnant frénétiquement dans ses bras. Derrière elle, elle entendait David commencer à ramasser les photographies éparpillées, et elle savait qu'au matin, toute preuve de ce qu'elle avait vu serait soigneusement cachée à nouveau. Dans sa chambre, Lucie ferma la porte et s'appuya contre elle, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Whisker sauta de ses bras et commença immédiatement à se laver avec l'intensité frénétique d'un chat qui avait vécu une expérience traumatisante. Les mains tremblantes, Lucie sortit les photographies de la poche de son pyjama et les étala sur son lit. Même à la douce lumière de sa lampe de chevet, les images étaient assez claires pour lui retourner l'estomac de révulsion. Ce n'étaient pas les sentiments confus et les moments inconfortables qu'elle avait essayé de décrire à Mademoiselle Walsh. C'était la preuve concrète de quelque chose de terrible, quelque chose qui prouvait que ses instincts avaient eu raison depuis le début. Lucie rassembla les photographies et les glissa dans son sac d'école, qui était posé près de son bureau, prêt pour lundi matin. Mademoiselle Walsh lui avait dit de venir la trouver si quelque chose arrivait qui la faisait se sentir effrayée ou inquiète. Eh bien, Lucie était plus qu'effrayée maintenant. Elle était terrifiée, mais elle était aussi déterminée. Ces photographies étaient la preuve que David n'était pas l'homme que sa mère pensait qu'il était, et Mademoiselle Walsh saurait quoi faire de cette preuve. Alors qu'elle se couchait avec Whisker blotti protecteur contre elle, Lucie entendait David se déplacer en bas, ses pas lourds de ce qui aurait pu être de la colère ou de l'anxiété. Elle savait qu'il vérifiait probablement et revérifiait ses cachettes, s'assurant que rien d'autre n'était déplacé dans son sanctuaire du sous-sol. Mais il ne savait pas pour les photographies dans son sac à dos. Il ne savait pas que son secret n'était plus en sécurité, qu'une fillette de 7 ans, avec plus de courage que de peur, avait pris l'épreuve qui le démasquerait enfin pour ce qu'il était réellement. Lucie resta éveillée pendant la majeure partie de la nuit, écoutant chaque son dans la maison et sursautant à chaque craquement et gémissement du vieux bâtiment se tassant sur ses fondations. Whisker resta blotti contre elle, comme s'il comprenait lui aussi qu'il n'était plus en sécurité dans l'endroit qu'ils avaient autrefois appelé leur foyer. Quand elle s'endormit enfin aux petites heures du matin, les rêves de Lucie furent remplis d'images de photographies, de sous-sol et de pleurs qui semblaient résonner des murs eux-mêmes. Mais sous la peur et l'horreur, il y avait un fil de détermination qui devenait plus fort à chaque heure qui passait.
Lundi matin ne pouvait pas arriver assez tôt. Lucy avait des preuves maintenant, des preuves réelles et concrètes des crimes de David, et mademoiselle Walsh saurait quoi en faire. Les adultes écouteraient enfin, comprendraient enfin que le danger que Lucy avait senti était réel, immédiat et bien pire que quiconque ne l'avait imaginé. Elle n'était plus seulement une petite fille avec des sentiments inconfortables qu'elle ne pouvait expliquer. Elle était un témoin, une survivante, et bientôt, elle serait la voix qui mettrait fin au règne de terreur de David. Les photographies cachées dans son sac à dos semblaient pulser de leur propre énergie sombre. Mais Lucy puisait de la force dans leur présence. Demain, elle les montrerait à mademoiselle Walsh. Demain, elle trouverait le courage de dire la vérité qui la libérerait enfin. Dehors, par la fenêtre de sa chambre, la première lueur grise de l'aube commençait à poindre dans le ciel d'octobre. Et avec elle venait la promesse que ce cauchemar serait bientôt terminé. Lucy ferma les yeux et serra Whisker contre elle, comptant les heures jusqu'à ce qu'elle puisse franchir les portes de l'école élémentaire de Cedar Falls et placer son terrible fardeau entre les mains de quelqu'un qui saurait comment le porter. Les pleurs qu'elle avait entendus au sous-sol résonnaient encore dans sa mémoire, mais maintenant ils étaient mêlés à autre chose, le son de sa propre voix, devenant plus forte et plus déterminée à chaque instant qui passait. Elle ne laisserait pas David blesser quelqu'un d'autre. Elle ne laisserait pas ses secrets rester cachés dans l'obscurité. Lundi matin apporterait la justice, et Lucy Morrison serait celle qui la délivrerait. Lundi matin arriva avec la lumière pâle et froide de la fin octobre filtrant à travers les rideaux de la chambre de Lucy. Elle avait à peine dormi, son corps rigide de tension et son esprit tourbillonnant d'images des photographies cachées dans son sac d'école. Chaque son dans la maison, le craquement du vieux bois, le murmure du vent à travers les avant-toits, le ronronnement lointain du réfrigérateur, faisait bondir son cœur de peur que David ne vienne la voir, qu'il sache d'une manière ou d'une autre ce qu'elle avait découvert dans son sanctuaire du sous-sol. Whisker était resté blotti contre elle toute la longue nuit, son corps chaud procurant le seul réconfort que Lucy pouvait trouver dans l'obscurité. Le chat semblait comprendre que quelque chose de fondamental avait changé dans leur monde, que la maison de Maple Street n'était plus le havre de paix qu'elle avait autrefois paru être. Lorsque le réveil de Rebecca commença son cri strident à 6h30, Lucy sentit un mélange de soulagement et de terreur l'envahir. La nuit était terminée, mais maintenant elle devait affronter David à la table du petit déjeuner, faire semblant que rien n'avait changé tandis que les preuves de ses crimes attendaient dans son sac à dos comme une bombe à retardement. Le bruit de la douche coulant dans la salle de bain de sa mère signifiait que Rebecca se préparait pour une autre journée à l'hôpital général de Cedar Falls, inconsciente de l'horreur qui s'était déroulée sous son propre toit. Lucy voulait désespérément courir vers sa mère, lui raconter tout ce qu'elle avait découvert et la supplier de tout arrêter. Mais quelque chose la retenait. Le fait que Rebecca aimait David lui faisait entièrement confiance, et pourrait ne pas croire ce que Lucy avait à lui dire. Mademoiselle Walsh la croirait. Mademoiselle Walsh avait déjà prouvé qu'elle prenait les préoccupations de Lucy au sérieux, avait validé ses sentiments et l'avait encouragée à faire confiance à ses instincts. Et maintenant, Lucy avait plus que des instincts. Elle avait des preuves. Le bruit de pas dans le couloir fit se raidir Lucy d'anxiété. Un léger coup à la porte de sa chambre fut suivi par la voix de Rebecca, chaleureuse d'affection maternelle mais teintée de l'épuisement qui était devenu son compagnon constant. « Lucy, ma chérie, il est temps de te lever pour l'école. » « Je suis réveillée, maman, » répondit Lucy, surprise de voir à quel point sa propre voix paraissait normale malgré le chaos d'émotions qui bouillonnait dans sa poitrine. « David prépare des crêpes pour le petit déjeuner, » dit Rebecca à travers la porte. « Tes préférés. » L'idée de s'asseoir en face de David, de faire semblant d'apprécier sa cuisine tandis que les photographies brûlaient comme de l'acide dans son sac à dos, tordit l'estomac de Lucy de nausée. Mais elle savait qu'elle devait maintenir la façade encore quelques heures, traverser le petit déjeuner et la marche vers l'école sans éveiller ses soupçons. « Je descends dans quelques minutes, » dit Lucy, sortant déjà du lit et attrapant les vêtements qu'elle avait préparés la veille. S'habiller lui donnait l'impression de revêtir une armure pour la bataille. Lucy choisit son jean le plus confortable et un pull épais qui la faisait se sentir protégée et dissimulée. Elle se brossa les dents et les cheveux avec une précision mécanique, évitant son propre regard dans le miroir de la salle de bain, car elle avait peur de ce qu'elle pourrait y voir, la peur, la détermination, ou la terrible connaissance qui la séparait de l'enfant innocente qu'elle avait été quelques jours auparavant. Son sac à dos était posé près de son bureau, ordinaire et discret, ne laissant rien deviner des preuves explosives qu'il contenait. Lucy vérifia une seconde fois que les photographies étaient toujours bien rangées dans la poche avant, puis passa le sac sur son épaule et descendit pour affronter la performance la plus difficile de sa jeune vie.
La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable, une odeur chaude et invitante qui aurait été réconfortante dans d'autres circonstances. David se tenait à la cuisinière, une spatule à la main et un sourire au visage qui semblait exactement le même que tous les autres matins. Mais Lucie savait maintenant ce qu'était ce sourire, un masque cachant quelque chose de monstrueux en dessous. « Bonjour princesse », dit David, se tournant pour la regarder avec ses yeux bruns familiers qui avaient autrefois semblé aimables mais qui lui donnaient maintenant la chair de poule. « J'ai fait tes crêpes préférées, aux myrtilles, comme tu les aimes. »« Merci », réussit à dire Lucie, prenant place à la table de la cuisine et essayant d'ignorer la façon dont le regard de David semblait s'attarder sur son visage, comme s'il cherchait un signe qu'elle se souvenait de ce qui s'était passé au sous-sol. Rebecca s'affairait dans la cuisine, rassemblant ses affaires pour le travail et volant des bouchées de crêpes entre 2 gorgées de café. Elle semblait complètement inconsciente de la tension qui crépitait dans l'air entre Lucie et David, concentrée plutôt sur les exigences de son travail et la logistique d'une autre longue journée à l'hôpital. « Je devrais peut-être travailler tard encore ce soir », dit Rebecca, embrassant le sommet de la tête de Lucie en passant derrière sa chaise. « La grippe sévit dans le service de pédiatrie et nous manquons de personnel. Tu iras bien avec David, n'est-ce pas, ma chérie ?» L'idée de passer une autre soirée seule avec David, sachant ce qu'elle savait maintenant de lui, glaça le sang de Lucie dans ses veines. Mais d'ici ce soir, tout serait différent. D'ici ce soir, Mademoiselle Walsh aurait vu les photographies, aurait appelé la police, se serait assuré que David ne pourrait plus jamais blesser personne. « J'irai bien, » dit Lucie. Et cette fois, elle le pensait. Parce qu'elle ne rentrerait pas à cette maison ce soir, ne s'assiérait pas à cette table en prétendant que tout était normal pendant qu'un prédateur observait chacun de ses mouvements. David posa une assiette de crêpes devant elle, et Lucie se força à prendre une bouchée, mâchant mécaniquement et avalant malgré la nausée qui menaçait de la submerger. Les crêpes avaient un goût de sueur dans sa bouche, mais elle réussit à en manger assez pour éviter les soupçons pendant que David et Rebecca discutaient de leurs plans respectifs pour la journée. « J'accompagnerai Lucie à l'école, » dit David, comme il l'avait fait chaque matin ces 2 dernières années. Mais aujourd'hui, l'offre sonnait comme une menace, et Lucie dut résister à l'envie de dire à sa mère qu'elle préférait marcher seule. « C'est gentil de ta part, » dit Rebecca, rassemblant son sac à main et son badge d'hôpital. « Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Après le départ de Rebecca pour le travail, la cuisine tomba dans un silence inconfortable qui sembla s'étirer à l'infini. David se déplaçait dans l'espace avec une nonchalance délibérée, nettoyant la vaisselle et essuyant les comptoirs. Mais Lucie sentait son attention concentrée sur elle, comme un poids lui pesant sur les épaules. « Tu sembles bien silencieuse ce matin, princesse », observa David, son ton conversationnel mais ses yeux vifs de quelque chose qui aurait pu être de la suspicion. « Tout va bien ? » « Je vais bien, » dit Lucie, se levant de table et attrapant son sac à dos. « Je devrais me préparer pour l'école. »« Bien sûr, » dit David, mais il ne fit aucun mouvement pour s'écarter, forçant Lucie à le frôler en se dirigeant vers le couloir. Ce faisant, sa main se posa sur son épaule, ses doigts appuyant juste assez fort pour la faire s'arrêter et lever les yeux vers lui. « Lucie, » dit-il, sa voix douce mais portant une indéniable pointe d'avertissement. J'espère que tu te souviens de notre conversation d'hier soir sur le fait de garder certaines choses entre nous. Ta mère a assez de stress dans sa vie sans s'inquiéter de drames inutiles. » Le mot « inutile » flotta dans l'air entre eux comme un défi. Lucie rencontra directement le regard de David, puisant dans des réserves de courage qu'elle ne se connaissait pas. « Je me souviens, » dit-elle simplement, et quelque chose dans son ton dut le satisfaire, car il relâcha son épaule et recula. La marche vers l'école élémentaire de Cedar Falls parut à la fois interminable et bien trop courte. David maintint son habituel schéma de conversation désinvolte, s'enquérant de ses devoirs, de ses amis et de ses projets pour la journée. Mais Lucie pouvait entendre la tension sous-jacente dans sa voix, sentir qu'il l'observait pour déceler tout signe qu'elle pourrait prévoir de rompre leur accord concernant le sous-sol. Lucie répondit à ses questions avec une politesse prudente, ne lui donnant aucune raison de soupçonner que son sac à dos contenait les preuves qui le détruiraient. Mais à chaque pas qui les rapprochait de l'école, elle sentait sa détermination se renforcer, sa résolution se cristalliser en quelque chose d'incassable. Lorsque l'école élémentaire de Cedar Falls apparut, ses familiers murs de briques rouges et ses hautes fenêtres offrant la promesse de sécurité et de justice, Lucie sentit une vague d'espoir qui menaça de lui faire monter les larmes aux yeux. Bientôt, très bientôt, elle serait libérée du terrible fardeau qu'elle portait. Bientôt, Mademoiselle Walsh connaîtrait la vérité, et le cauchemar serait enfin terminé. « Passe une bonne journée, princesse, »
dit David alors qu'ils atteignaient l'entrée de l'école, se penchant pour lui faire le même câlin d'adieu qu'il lui avait fait chaque matin pendant 2 ans. Mais cette fois, Lucie dut lutter contre l'envie de se retirer, se forcer à endurer son contact une dernière fois. « Je le ferai », dit Lucie, et elle le pensait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors que David s'éloignait, sa silhouette disparaissant dans le flot de parents et de tuteurs retournant à leur voiture et à leurs emplois, Lucie sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle était en sécurité maintenant, entourée d'enseignants, d'administrateurs et d'autres enfants, protégée par l'autorité institutionnelle du système scolaire qui avait formé Mademoiselle Walsh à reconnaître et à réagir à exactement ce genre de situation. La routine matinale de l'école élémentaire de Cedar Falls se déroula autour de Lucie comme une danse familière, des enfants bavardant sur leur week-end, des enseignants saluant les élèves dans les couloirs, la cloche réconfortante qui signalait le début d'une autre journée d'apprentissage et de croissance. Mais Lucie se déplaçait à travers tout cela avec un sentiment de détermination qui la distinguait de ses camarades de classe, son esprit entièrement concentré sur le moment où elle pourrait enfin partager son terrible secret. Dans la classe de M. Thompson, Lucie essaya de se concentrer sur les leçons du matin, mais son attention ne cessait de dériver vers l'horloge murale et la lente progression des minutes qui la séparaient de l'heure du déjeuner. Elle participa aux tests d'orthographe et à la révision de mathématiques avec une précision automatique, mais ses pensées étaient absorbées par la répétition de ce qu'elle dirait à Mademoiselle Walsh, comment elle expliquerait ce qu'elle avait découvert sans s'effondrer complètement. Quand Emma se pencha pendant la lecture individuelle pour demander si elle voulait s'asseoir ensemble au déjeuner, Lucie secoua la tête en s'excusant. « J'ai besoin de parler à Mademoiselle Walsh », murmura-t-elle. Et quelque chose dans son ton dut transmettre la gravité de la situation, car Emma hocha la tête sans poser de questions. « Tout va bien », murmura Emma en retour, son visage parsemé de taches de rousseur plissé d'inquiétude pour sa meilleure amie. « Ça ira », dit Lucie. Et pour la première fois depuis des jours, elle le crut vraiment. La cloche du déjeuner sonna à midi pile, et Lucie fut la première élève à se lever, ramassant son sac à dos et se dirigeant vers la porte avec une détermination sans faille. Les couloirs de l'école élémentaire de Cedar Falls étaient remplis du chaos habituel de l'heure du déjeuner. Des enfants se dirigeant vers la cafétéria, des enseignants se faufilant dans la salle des professeurs pour de brèves pauses, et le bourdonnement général d'activités qui marquait le milieu de la journée scolaire. Le bureau de Mademoiselle Walsh était situé au premier étage, comme elle l'avait dit, dans un coin tranquille près de la bibliothèque qui offrait intimité et discrétion pour les conversations difficiles. Lucie frappa à la porte avec une main qui tremblait légèrement malgré sa détermination, et le son sembla résonner dans le couloir comme un coup de feu. « Entrez » vint la voix chaleureuse de Mademoiselle Walsh de l'intérieur du bureau. Lucie poussa la porte et entra dans le petit espace accueillant qui était devenu son sanctuaire ces derniers jours. Mademoiselle Walsh était assise derrière son bureau, mangeant un sandwich et corrigeant ce qui semblait être des évaluations de conseil, mais elle mit immédiatement son travail de côté quand elle vit le visage de Lucie. « Lucie », dit Mademoiselle Walsh, se levant de sa chaise avec une expression d'inquiétude immédiate. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Tu as l'air terrifiée. » La gentillesse dans la voix de la conseillère, l'attention et le soin sincère auquel Lucie s'était habituée, brisèrent enfin le mur de sang-froid qu'elle avait maintenu toute la matinée. Des larmes montèrent à ses yeux, et ses mains tremblèrent alors qu'elle attrapait son sac à dos. « J'ai trouvé quelque chose », dit Lucie, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, dans le sous-sol de David. « J'ai trouvé des photos. » L'expression de Mademoiselle Walsh devint très sérieuse, et elle se déplaça rapidement pour fermer la porte du bureau et activer le panneau de confidentialité qui assurait qu'elle ne serait pas interrompue. Elle guida Lucie vers l'une des chaises confortables disposées autour de la table basse et s'agenouilla à côté d'elle, sa présence calme et rassurante malgré la gravité de la situation. « Prends ton temps », dit doucement Mademoiselle Walsh. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Les mains tremblantes, Lucie ouvrit son sac à dos et sortit les photographies qu'elle avait prises dans le sous-sol de David. Elle les étala sur la table basse entre elle et Mademoiselle Walsh, observant le visage de la conseillère pâlir d'horreur et de compréhension. « Il a pris des photos de moi », dit Lucie, sa voix se raffermissant alors qu'elle donnait enfin voix à la vérité qu'elle portait, et d'Emma et d'autres enfants de l'école. « Des photos de nous dormant, nous changeant, et je pense qu'il pourrait y avoir d'autres enfants aussi. J'ai entendu pleurer au sous-sol. » Mademoiselle Walsh étudia les photographies avec l'œil exercé d'une professionnelle qui avait malheureusement déjà vu des preuves similaires. Son visage était grave mais calme, et Lucie pouvait la voir cataloguer mentalement ce qu'elle voyait, se préparant à prendre les mesures appropriées. « Lucie, » dit Mademoiselle Walsh doucement, « tu es incroyablement courageuse de m'avoir apporté ça.
C'est exactement ce que tu aurais dû faire. Ces photographies montrent que David a commis des crimes très graves, et nous devons nous assurer que toi et les autres enfants êtes en sécurité, immédiatement. La validation que Lucy ressentit en entendant Mademoiselle Walsh confirmer ce qu'elle avait instinctivement su était écrasante. Elle n'était pas folle, n'imaginait pas des choses, ne réagissait pas de manière excessive au comportement normal d'un beau-père. David était exactement le monstre qu'elle avait craint qu'il soit. Et maintenant, il y avait des preuves. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Lucy. Maintenant, je vais appeler la police, dit Mademoiselle Walsh, attrapant déjà le téléphone sur son bureau. Ils ont des inspecteurs spécialisés qui s'occupent de cas comme celui-ci. Des gens formés pour aider les enfants qui ont été blessés ou menacés. Et je vais appeler quelqu'un des services de protection de l'enfance pour m'assurer que tu es en sécurité pendant l'enquête. Et ma mère ? Demanda Lucy, sa voix petite et effrayée. Elle aime David. Elle ne me croira pas. Elle croira les preuves, dit fermement Mademoiselle Walsh. Et elle voudra te protéger plus que tout au monde. Les parents ont parfois du mal à voir ce qui est juste devant eux, mais quand ils le voient, ils agissent rapidement pour protéger leurs enfants. Mademoiselle Walsh prit le téléphone et composa le 911, sa voix calme et professionnelle alors qu'elle expliquait la situation à l'opérateur. Lucy écouta la conseillère décrire les photographies, le potentiel d'autres victimes et le besoin d'une intervention policière immédiate. En quelques minutes, on lui dit que l'inspectrice Maria Santos serait envoyée à l'école, ainsi que des représentants des services de protection de l'enfance. Ils sont en route, dit Mademoiselle Walsh, raccrochant le téléphone et reportant son attention sur Lucy. L'inspectrice Santos est spécialisée dans les affaires de crimes contre les enfants. Elle est très douée dans son travail et saura exactement quoi faire de ses preuves. Est-ce que je vais avoir des ennuis ? Demanda Lucy, soudain inquiète d'avoir pu faire quelque chose de mal en allant au sous-sol, en prenant les photographies, en attendant si longtemps pour le dire à quelqu'un. Tu n'es pas en difficulté, dit Mademoiselle Walsh avec emphase. Tu es une héroïne. Tu as trouvé des preuves de crimes graves et tu les as apportées à un adulte de confiance qui pouvait t'aider. Cela a demandé un courage énorme et tu devrais être fière de toi. Le mot « héroïne » semblait trop grand pour que Lucy puisse le comprendre, mais elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la fierté et tout à voir avec le soulagement. Le terrible secret n'était plus à elle seule de le porter. Des adultes qui savaient comment gérer ces situations prenaient le contrôle, et elle pouvait enfin arrêter de faire semblant que tout était normal. 20 minutes plus tard, l'inspectrice Maria Santos arriva à l'école élémentaire de Cedar Falls, accompagnée d'une femme des services de protection de l'enfance qui se présenta comme Mademoiselle Rodriguez. L'inspectrice Santos était une femme hispanique d'âge moyen, aux yeux bienveillants et à l'attitude directe qui mirent immédiatement Lucy en sécurité et la protégèrent. « Bonjour Lucy », dit l'inspectrice Santos en s'installant dans l'une des chaises autour de la table de Mademoiselle Walsh. « Je comprends que tu as été très courageuse aujourd'hui. Peux-tu me parler de ces photographies ?» Lucy se trouva capable de parler plus clairement et avec plus d'assurance qu'elle ne l'aurait cru, racontant à l'inspectrice Santos les événements du vendredi soir précédent, décrivant les bruits qu'elle avait entendus du sous-sol et les circonstances qui l'avaient conduite à la découverte des photographies. L'inspectrice écouta sans jugement, posant des questions douces qui aidèrent Lucy à fournir plus de détails sans la faire se sentir sous pression ou dépassée. « Lucy, » dit l'inspectrice Santos lorsque Lucy eut terminé son récit, « ces photographies sont la preuve de crimes très graves. David a violé votre intimité et celle d'autres enfants, et c'est illégal. Nous allons l'arrêter aujourd'hui et nous assurer qu'il ne pourra plus vous faire de mal, ni à personne d'autre. » « Et les autres enfants ?» demanda Lucy. « Ceux qui pleuraient au sous-sol ?» L'inspectrice Santos échangea un regard avec Mademoiselle Walsh que Lucy ne comprit pas tout à fait. « Nous allons enquêter sur toutes les pistes, y compris les sons que vous avez entendus. S'il y a d'autres victimes, nous les trouverons et nous assurerons qu'elles reçoivent l'aide dont elles ont besoin. » Mademoiselle Rodriguez se pencha en avant, son expression chaleureuse et rassurante. « Lucy, nous devons nous assurer que tu es en sécurité pendant que tout cela se passe. Nous allons appeler ta mère au travail et lui expliquer la situation. Pour ce soir, tu resteras probablement chez un parent ou un ami de la famille pendant que nous réglons tout ça. » L'idée de ne pas rentrer à la maison sur Maple Street, de ne pas avoir à affronter David à table ou à endurer ses visites au coucher, emplit Lucy d'un soulagement si profond qu'elle faillit se remettre à pleurer. Elle n'aurait plus à faire semblant, plus à maintenir la façade de la famille recomposée heureuse pendant que les crimes de son beau-père restaient impunis. « Puis-je appeler ma grand-mère » demanda Lucy. La mère de Rebecca vivait à Columbus,
à environ 1 heure de route, et avait toujours été une source de réconfort et de sécurité dans la vie de Lucy. « Bien sûr, dit mademoiselle Walsh. Nous nous assurerons que tu es avec des gens qui t'aiment et qui te garderont en sécurité. » Alors que l'après-midi se déroulait, Lucy observa depuis la sécurité du bureau de mademoiselle Walsh son monde se transformer autour d'elle. Des appels téléphoniques furent passés, des arrangements furent mis en place, et la machine de la justice commença à tourner avec l'élan inexorable qui mettrait bientôt fin au règne de terreur de David. Rebecca arriva à l'école moins d'1 heure après avoir été appelée, le visage pâle de choc et les mains tremblantes alors qu'elle serrait Lucy dans une étreinte farouche. La conversation entre Rebecca et les autorités fut difficile et émotive, mais Lucy put voir le moment exact où le déni de sa mère s'effondra et où elle comprit pleinement ce qui s'était passé dans leur maison. « Je suis tellement désolée, » murmura Rebecca contre les cheveux de Lucy, tenant sa fille comme si elle ne la laisserait jamais partir. « Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir vue. J'aurais dû te protéger. »« Ce n'est pas ta faute, maman, » dit Lucy, et elle le pensait. David avait été rusé et prudent, présentant un visage au monde tout en cachant sa vraie nature dans l'obscurité du sous-sol. Il avait trompé tout le monde. Le soir venu, David avait été arrêté sur son lieu de travail. Le sous-sol avait été fouillé et minutieusement documenté par les techniciens de la scène de crime, et Lucy était en sécurité dans l'appartement de sa grand-mère à Columbus, entourée de membres de sa famille qui l'aimaient et ne laisseraient plus jamais rien de mal lui arriver. Alors qu'elle était allongée dans la chambre d'amis de sa grand-mère cette nuit-là, avec Whisker ronronnant contentement sur le lit à côté d'elle, Lucy ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. Le cauchemar était terminé. La vérité avait été dite et elle avait appris que sa voix, même la petite voix effrayée d'une fillette de 7 ans, était assez puissante pour arrêter un monstre et protéger d'autres enfants du danger. Elle n'était plus seulement Lucy Morrison, la petite fille qui se sentait mal à l'aise en présence de son beau-père. Elle était Lucy Morrison, la fille courageuse qui avait trouvé la force de parler quand c'était le plus important. Et cela, réalisa-t-elle, faisait toute la différence du monde. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé, et Lucy Morrison se tenait à la fenêtre de sa nouvelle chambre, dans le petit appartement qu'elle partageait désormais avec sa mère, dans l'est de Cedar Falls. La vue était différente de leur ancienne maison sur Maple Street. Au lieu du familier érable et des pelouses bien entretenues, elle voyait le parking d'un modeste complexe d'appartements et le clocher lointain de l'église méthodiste où sa grand-mère l'avait emmenée au service du dimanche pendant ses premières semaines terrifiantes après l'arrestation de David. L'appartement était plus petit que la maison qu'elles avaient quittée, avec des murs minces et des planchers grinçants qui chantaient une chanson différente de celle de la vieille maison victorienne sur Maple Street. Mais il s'en dégageait un sentiment de sécurité que leur précédente demeure n'avait jamais eu, même au premier jour, quand Lucy croyait encore que David était le gentil beau-père qu'il prétendait être. Ici, il n'y avait pas de sous-sol rempli de sombres secrets, pas d'espaces interdits où les monstres pouvaient cacher leurs crimes. Ici, chaque porte était ouverte, chaque coin était éclairé, et Lucy pouvait respirer librement pour la première fois depuis des mois. Whisker était enroulé sur le rebord de la fenêtre à côté d'elle, sa fourrure grise et blanche brillant sous le soleil de l'après-midi qui filtrait à travers les fins rideaux que Rebecca avait accrochés pour rendre l'endroit plus accueillant. Le chat s'était adapté à leur nouvelle situation de vie avec une résilience remarquable, semblant comprendre à un niveau instinctif qu'ils étaient enfin à l'abri du prédateur qui les avait traqués dans leur propre maison. « Lucy, ma chérie », appela Rebecca depuis la cuisine, où elle préparait un dîner matinal avant son service du soir à l'hôpital général de Cedar Falls. « L'inspectrice Santos sera là dans environ 20 minutes. Es-tu prête à lui parler ?» Lucy se détourna de la fenêtre, lissant la jupe de la robe bleue qu'elle avait choisie spécifiquement pour cette rencontre. L'inspectrice Santos était devenue une présence familière et réconfortante dans sa vie au cours des 3 derniers mois, un adulte stable qui prenait les paroles de Lucy au sérieux et la traitait avec le respect dû à quelqu'un qui avait aidé à résoudre un crime grave. La visite d'aujourd'hui était spéciale. L'inspectrice Santos venait leur annoncer que le procès de David commençait enfin et que Lucy pourrait être appelée à témoigner sur ce qu'elle avait vécu. « Je suis prête », dit Lucy, et elle le pensait. La petite fille effrayée qui avait tremblé à l'idée de parler du comportement inapproprié de son beau-père avait été remplacée par quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que sa voix avait du pouvoir et que l'utiliser n'était pas seulement son droit, mais sa responsabilité. Rebecca apparut dans l'embrasure de la chambre de Lucy, ses cheveux au burn relevés en une queue de cheval pratique et sa blouse d'hôpital impeccable pour un autre long service.
Les cernes sous ses yeux s'étaient quelque peu estompées depuis l'arrestation de David, bien que Lucy sût que sa mère luttait encore contre la culpabilité de n'avoir pas reconnu les signes de ce qui se passait sous leur propre toit. « Tu sais, tu n'es pas obligé de témoigner si tu ne le veux pas, » dit Rebecca, s'asseyant sur le bord du lit de Lucy et parlant avec la douceur prudente qu'elle avait adoptée depuis qu'elle avait appris la vérité sur David. L'inspectrice Santos dit qu'ils ont suffisamment de preuves pour le condamner sans ton témoignage. Les photographies, l'installation au sous-sol, les autres victimes qui se sont manifestées. C'est plus que suffisant. Lucy s'assit à côté de sa mère, trouvant du réconfort dans la chaleur familière de Rebecca et l'odeur de son shampoing à la lavande. Au cours des 3 derniers mois, leur relation s'était approfondie et renforcée d'une manière que Lucy n'avait pas prévue. La crise les avait forcés à communiquer plus honnêtement que jamais, à affronter des vérités difficiles et à travailler ensemble pour guérir du traumatisme que David avait infligé à leur famille. « Je veux témoigner », dit Lucy fermement. Mademoiselle Walsh dit que parfois les victimes ont besoin de raconter leurs histoires à voix haute pour les aider à guérir. Et peut-être que cela aidera d'autres enfants qui ont peur de parler. Les yeux de Rebecca s'emplirent de larmes, comme souvent lorsque Lucy faisait preuve du courage et de la sagesse remarquables qui semblaient avoir émergé de son épreuve. « Je suis si fière de toi », murmura-t-elle, serrant Lucy dans une douce étreinte. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Le bruit d'une portière de voiture claquant sur le parking annonça l'arrivée de l'inspectrice Santos, et Lucy sentit le familier frisson d'excitation nerveuse qui accompagnait ces rencontres. Au cours des 3 derniers mois, l'inspectrice Santos était devenue plus que la simple policière chargée de l'affaire David. Elle était devenue un mentor et une avocate qui aidait Lucy à comprendre que ce qui lui était arrivé n'était pas de sa faute et que parler avait été la bonne chose à faire. Rebecca alla ouvrir la porte, et Lucy entendit le murmure de la conversation des adultes tandis que l'inspectrice Santos s'était accueillie dans leur petit appartement. L'inspectrice était venue ici de nombreuses fois auparavant, pour des entretiens formels et des visites informelles, et Lucy s'était familiarisée avec sa présence d'une manière qui la surprenait, compte tenu de sa peur initiale de parler aux policiers. « Bonjour Lucy », dit l'inspectrice Santos en entrant dans le salon avec le sourire chaleureux qui avait mis Lucy à l'aise dès leur première rencontre. Elle portait un dossier de documents et un petit sac cadeau qui attira immédiatement l'attention de Lucy. « Salut, inspectrice Santos », répondit Lucy, s'installant à sa place préférée sur le canapé d'occasion que Rebecca avait acheté pour remplacer les meubles qu'elles avaient laissés dans la maison de Maple Street. Tout de leur ancienne vie avait été souillé par la présence de David, et repartir à zéro avec de nouvelles affaires avait fait partie de leur processus de guérison. « Je t'ai apporté quelque chose », dit l'inspectrice Santos en tendant le sac cadeau à Lucy avec un léger sourire. « Un petit merci pour toute ton aide dans cette affaire. » À l'intérieur du sac, Lucy trouva un livre sur une jeune fille qui aidait à résoudre un mystère en étant observatrice et courageuse. La dédicace sur la page de garde disait « À Lucy, merci de nous montrer que les héros existent dans toutes les tailles. Ton courage a rendu Cedar Falls plus sûr pour les enfants. Inspectrice Monsieur Santos. » « Merci, » dit Lucy, serrant le livre contre sa poitrine. « J'adore. »« Je pensais que ça te plairait, » dit l'inspectrice Santos, s'installant dans le fauteuil en face du canapé et ouvrant son dossier. « Maintenant, j'ai des mises à jour importantes sur l'affaire David que je voulais partager avec vous deux. » Rebecca prit place à côté de Lucy sur le canapé, sa main trouvant celle de sa fille et la serrant doucement. Ses rencontres avec l'inspectrice Santos étaient devenues plus faciles avec le temps, mais elle ramenait toujours des souvenirs de ces premiers jours terribles où toute l'étendue des crimes de David était révélée. D'abord, les bonnes nouvelles, commença l'inspectrice Santos. David a accepté de plaider coupable à toutes les charges. Cela signifie qu'il n'y aura pas de long procès et que Lucy n'aura pas à témoigner, sauf si elle le souhaite. Il sera condamné le mois prochain, sur la base des charges et des preuves, il risque de 25 ans à la perpétuité. Lucy sentit une vague de soulagement l'envahir. Bien qu'elle se fût préparée à témoigner si nécessaire, l'idée d'affronter David dans une salle d'audience avait été intimidante. Savoir qu'il avait admis sa culpabilité validait tout ce qu'elle avait vécu et éliminait tout doute persistant sur le fait qu'elle avait bien fait de parler. « Et les autres enfants ?» demanda Lucy. Tout au long de l'enquête, l'inspectrice Santos avait mentionné que d'autres victimes avaient été identifiées, des enfants qui avaient été photographiés lors de visites à la maison de Maple Street ou qui avaient subi une attention inappropriée de la part de David dans d'autres contextes. « Nous avons identifié cette autre victime », dit prudemment l'inspectrice Santos. « Tous des enfants qui ont eu des contacts avec David par le biais de votre famille ou de son travail. »
Les photographies que vous avez trouvées nous ont conduits à eux tous, et leurs familles ont été informées. Certains d'entre eux reçoivent des conseils, tout comme vous. La connaissance que d'autres enfants avaient été blessés comme elle l'avait été était difficile à traiter pour Lucie, mais cela renforçait également sa compréhension de l'importance d'avoir parlé. Si elle était restée silencieuse, David aurait continué à victimiser des enfants, et le cercle du mal se serait élargi encore davantage. « Vont-ils bien ?» demanda Lucie. « Ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin », l'assura l'inspectrice Santos. « Et grâce à ton courage en te manifestant, David ne pourra plus jamais faire de mal à un autre enfant. » Rebecca serra à nouveau la main de Lucie, et Lucie put voir la fierté et la douleur se disputer dans l'expression de sa mère. Savoir que sa fille avait souffert alors qu'elle vivait sous le même toit était quelque chose avec lequel Rebecca continuait de lutter, malgré les assurances des conseillers et autres professionnels qu'elle n'aurait pas pu savoir ce qui se passait. « Il y a autre chose que je voulais vous dire », continua l'inspectrice Santos. Le FBI a enquêté sur les activités de David et ils ont découvert qu'il faisait partie d'un réseau plus large de personnes qui échangent ce genre d'images. Vos photographies les ont aidés à identifier et à arrêter plusieurs autres prédateurs à travers le pays. L'ampleur des crimes de David continuait de s'étendre d'une manière que Lucie trouvait difficile à comprendre. L'homme qui l'avait mise mal à l'aise à table, qui avait violé son intimité et sa sécurité dans sa propre maison, était apparemment lié à un réseau de mal qui s'étendait bien au-delà de Cedar Falls, Ohio. Donc, beaucoup d'enfants sont en sécurité maintenant parce que Lucie a eu le courage de dire la vérité, demanda Rebecca. C'est exact, confirma l'inspectrice Santos. La décision de Lucie de parler ne l'a pas seulement sauvée elle. Elle a sauvé des enfants qu'elle ne rencontrera jamais, dans des endroits où elle n'est jamais allée. C'est le pouvoir du courage d'une personne à dire la vérité. Lucie ressentit un étrange mélange de tristesse et de fierté à cette révélation. Elle était heureuse que d'autres enfants soient en sécurité, mais savoir que tant de gens comme David existaient dans le monde était écrasant pour son esprit de 8 ans. « J'ai encore une chose à partager », dit l'inspectrice Santos, sortant une lettre de son dossier. Celle-ci vient de l'agente du FBI qui a travaillé sur l'enquête plus large. Elle voulait vous remercier personnellement pour votre aide. Lucie prit la lettre avec des mains tremblantes et lut l'entête officielle du FBI et les mots formels mais chaleureux de gratitude de l'agente Rebecca Palmer, qui écrivait que les preuves de Lucie avaient été essentielles pour démanteler un réseau qui opérait depuis des années. La lettre se concluait par une invitation pour Lucie à visiter le bureau local du FBI à Columbus si elle était un jour intéressée à en savoir plus sur la façon dont les forces de l'ordre travaillent pour protéger les enfants. « Ouah » souffla Lucie, levant les yeux vers l'inspectrice Santos avec de grands yeux. De vrais agents du FBI savent ce que j'ai fait? De vrais agents du FBI, de vrais procureurs, de vrais juges. Beaucoup de gens dans les forces de l'ordre connaissent ton courage, Lucie. Tu as fait une différence d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Après le départ de l'inspectrice Santos, Lucie et Rebecca restèrent assises ensemble sur leur petit canapé, digérant le poids de ce qu'elles avaient appris. L'appartement semblait calme et paisible, comme c'était devenu familier au cours des 3 derniers mois, un contraste frappant avec la tension sous-jacente qui avait imprégné leur ancienne maison, même avant que Lucie ne comprenne pourquoi elle s'y sentait si mal à l'aise. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» demanda Rebecca, son bras enroulé autour des épaules de Lucie dans un geste de protection et de réconfort. « Bien, je pense, » dit Lucie, considérant la question attentivement. Triste que d'autres enfants aient été blessés, mais heureuse que David ne puisse plus blesser personne. Et fière, peut-être, d'avoir été assez courageuse pour dire la vérité, même quand c'était effrayant. « Tu devrais être fière, » dit Rebecca avec ferveur. « Tu t'es sauvé toi-même et tu as sauvé d'autres enfants, et tu l'as fait en faisant confiance à tes instincts et en parlant à des adultes qui pouvaient t'aider. C'est exactement ce que font les gens courageux. » Au cours des 3 derniers mois, Lucie avait consulté le docteur Hélène Martinez, une psychologue pour enfants spécialisée dans l'aide aux jeunes victimes d'abus et d'exploitation. Le docteur Martinez avait aidé Lucie à comprendre que les sentiments inconfortables qu'elle avait éprouvés en présence de David étaient ses instincts essayant de la protéger, et que faire confiance à ses sentiments avait été exactement la bonne chose à faire. Les séances de thérapie avaient été difficiles au début, obligeant Lucie à revisiter des souvenirs douloureux et à affronter la réalité de ce que David lui avait fait, à elle et à d'autres enfants. Mais le docteur Martinez l'avait aussi aidé à comprendre que la guérison était possible, que le traumatisme qu'elle avait vécu ne la définissait pas, et qu'elle avait la force d'avancer vers un avenir brillant et plein d'espoir. Le docteur Martinez dit que certaines personnes qui traversent de mauvaises choses deviennent vraiment douées pour aider d'autres personnes qui vivent des expériences similaires,
dit Lucie pensivement. Peut-être qu'un jour, je pourrais être policière comme l'inspectrice Santos, ou conseillère comme Mademoiselle Walsh. L'idée que Lucie canalise ses expériences dans une carrière d'aide aux autres remplit le cœur de Rebecca d'amour et d'admiration pour sa fille. À 8 ans, Lucie montrait déjà le genre d'empathie et de courage qui caractérisait les leaders et les défenseurs naturels. « Tu pourrais être tout ce que tu veux être », dit Rebecca. « Et quoi que tu choisisses, tu seras incroyable. » Ce soir-là, après le départ de Rebecca pour son service à l'hôpital, Lucie s'assit au petit bureau de sa chambre, travaillant sur un projet scolaire concernant les héros de la communauté. Elle avait choisi d'écrire sur Mademoiselle Walsh, la conseillère scolaire qui l'avait prise au sérieux quand elle avait besoin d'aide et qui avait su exactement quoi faire du terrible secret que Lucie portait. Mademoiselle Walsh avait rendu visite à Lucie plusieurs fois depuis l'arrestation de David, à la fois à titre professionnel et en tant que personne qui en était venue à se soucier profondément du bien-être de Lucie. La conseillère avait aidé Lucie à comprendre que parler d'un comportement inconfortable ou inapproprié était toujours le bon choix, même quand cela semblait effrayant ou difficile. Alors que Lucie travaillait sur son projet, décrivant la gentillesse et le professionnalisme de Mademoiselle Walsh, et la façon dont elle avait fait en sorte que Lucie se sente entendue et crue, elle réfléchit à combien sa vie avait changé depuis cette nuit terrifiante au sous-sol. La petite fille effrayée qui avait eu peur d'articuler son malaise était devenue quelqu'un qui comprenait le pouvoir de sa propre voix et l'importance de l'utiliser pour se protéger et protéger les autres. L'appartement était silencieux, à l'exception des doux ronronnements de Whisker sur son lit et du bourdonnement lointain de la circulation dans la rue en contrebas. C'était un silence différent du silence oppressant qui avait rempli la maison de Maple Street pendant ces longues soirées où Rebecca était au travail et où Lucie était seule avec David. C'était un silence paisible, un silence sûr, un silence qui appartenait à des gens qui n'avaient rien à cacher et rien à craindre. Lucie termina sa rédaction sur Mademoiselle Walsh et la mit de côté, puis prit le livre que l'inspectrice Santos lui avait donné. L'histoire parlait d'une fille pas beaucoup plus âgée que Lucie qui aidait à résoudre un mystère en prêtant attention aux détails que les adultes manquaient et en ayant le courage de parler lorsqu'elle était témoin de quelque chose de mal. En lisant, Lucie se surprit à penser aux autres enfants mentionnés par l'inspectrice Santos. Les 7 autres victimes qui avaient été identifiées grâce à l'enquête sur les crimes de David. Elle se demanda s'ils guérissaient comme elle guérissait. S'ils avaient des conseillers, des inspecteurs et des membres de leur famille pour les aider à comprendre que ce qui leur était arrivé n'était pas de leur faute. Elle pensa aux enfants à travers le pays qui avaient été aidés par l'enquête plus large du FBI. Des enfants qu'elle ne rencontrerait jamais, mais qui étaient plus en sécurité maintenant parce qu'elle avait trouvé le courage de prendre ces photographies du sous-sol de David et de les montrer à Mademoiselle Walsh. Les effets d'entraînement de cet unique acte de bravoure continuaient de se propager d'une manière que Lucie ne faisait que commencer à comprendre. Le bruit d'une clé dans la serrure annonça le retour de Rebecca de son service écourté à l'hôpital. Les exigences des soins à Lucie immédiatement après l'arrestation de David avaient obligé Rebecca à réduire ses heures de travail, et elle s'adaptait encore aux réalités financières de leur nouvelle vie. Mais Lucie avait appris que la sécurité et la tranquillité d'esprit valaient plus que le confort matériel, et leur petit appartement leur semblait plus un foyer que la maison de Maple Street ne l'avait jamais été. « Comment s'est passée ta soirée, ma chérie ?» demanda Rebecca, s'asseyant sur le bord du lit de Lucie et lissant les cheveux foncés de sa fille. « Bien, » dit Lucie, fermant son livre et se tournant vers sa mère. « J'ai fini mon projet scolaire sur Mademoiselle Walsh et j'ai commencé à lire le livre que l'inspectrice Santos m'a donné. Il est vraiment bien. »« Je suis contente, » dit Rebecca. Et en parlant d'école, Mademoiselle Walsh a appelé cet après-midi pendant que tu étais à ton rendez-vous avec le docteur Martinez. Elle voulait te dire qu'il y a une nouvelle élève en 2e année qui semble avoir des problèmes à la maison, et elle se demandait si tu serais d'accord pour lui parler. La demande surprit Lucie, mais elle la remplit aussi d'un sentiment de détermination qui lui parut à la fois excitant et important. Mademoiselle Walsh croyait que l'expérience et le courage de Lucie la qualifiaient pour aider un autre enfant qui pourrait être confronté à des défis similaires. « Quel genre de problème ?» demanda Lucie. « Elle ne m'a pas donné de détails au téléphone, » dit Rebecca prudemment. Mais elle pense que cette petite fille pourrait bénéficier de parler à quelqu'un qui comprend ce que c'est que de se sentir effrayé et confus face au comportement des adultes. Lucie y réfléchit un instant, pensant à la petite fille effrayée qu'elle avait été quelques mois plus tôt et à quel point elle avait désespérément eu besoin de quelqu'un pour lui dire que ses sentiments étaient valides et que parler était la bonne chose à faire. « Je pense que j'aimerais aider, » dit finalement Lucie. « Si Mademoiselle Walsh pense que ce serait bien pour elle. »
Nous pourrons en parler davantage à Mademoiselle Walsh demain, dit Rebecca. Mais je pense que c'est merveilleux que tu veuilles aider d'autres enfants. Cela montre à quel point tu as grandi et guéri. Alors que Rebecca l'abordait ce soir-là, Lucy ressentit un sentiment de plénitude qui lui avait manqué depuis plus longtemps qu'elle ne voulait s'en souvenir. Le cauchemar de vivre avec David était terminé. Les procédures judiciaires avançaient, et elle était entourée d'adultes qui l'aimaient et la protégeaient. Mais plus que cela, elle avait appris quelque chose de fondamental sur elle-même et sa place dans le monde. Elle avait découvert que même une petite voix pouvait faire une grande différence, que dire la vérité au pouvoir n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Et que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré cette peur. « Maman », dit Lucy alors que Rebecca s'apprêtait à éteindre la lampe de chevet. « Oui, ma chérie ? Je suis contente que nous ayons déménagé dans cet appartement. Je suis contente que nous ne soyons plus dans cette maison. » Les yeux de Rebecca s'emplirent de larmes, comme souvent lorsque Lucy exprimait des sentiments qui révélaient à quel point elle comprenait ce qu'elles avaient traversé ensemble. « Je suis contente aussi, dit doucement Rebecca. Ici, on se sent chez nous d'une manière que cette maison n'a jamais fait. Et maman, je suis contente d'avoir parlé à Mademoiselle Walsh des photographies, même si c'était effrayant. Je suis contente que tu l'aies fait aussi, dit Rebecca, se penchant pour embrasser le front de Lucy. Tu t'es sauvée toi-même et tu as sauvé d'autres enfants, et tu as montré à tout le monde à quel point tu es courageuse et forte. Alors que Lucy s'endormait cette nuit-là, elle pensa à la petite fille qui allait bientôt commencer à l'école élémentaire de Cedar Falls, l'enfant dont Mademoiselle Walsh pensait qu'elle pourrait bénéficier de parler à quelqu'un qui avait affronté des défis similaires. Lucy espérait pouvoir aider, être pour cette nouvelle élève ce que Mademoiselle Walsh avait été pour elle, un adulte de confiance qui écouterait sans jugement et l'aiderait à trouver sa propre voie. Dehors, par la fenêtre de sa chambre, les lumières de Cedar Falls scintillaient dans l'obscurité, et Lucy ressentit un profond sentiment de connexion avec sa communauté et sa place en son sein. Elle n'était plus seulement Lucy Morrison, la petite fille qui avait été victimisée par son beau-père. Elle était Lucy Morrison, la fille courageuse qui avait parlé quand c'était le plus important, qui avait aidé à traduire un prédateur en justice, et qui était maintenant prête à utiliser son expérience pour aider d'autres enfants à trouver leur propre courage. La guérison continuerait. Le docteur Martinez lui avait dit qu'il y aurait des jours difficiles et des revers, des moments où les souvenirs de ce que David avait fait sembleraient écrasantes. Mais il y aurait aussi de la joie, de la croissance, et la satisfaction de savoir qu'elle avait rendu le monde plus sûr pour les enfants. Alors que le sommeil la gagnait enfin, la dernière pensée consciente de Lucy fut pour la visite de demain à l'école élémentaire de Cedar Falls, où elle s'assiérait dans le bureau confortable de Mademoiselle Walsh et aiderait un autre enfant effrayé à comprendre que sa voix comptait, que les adultes étaient là pour la protéger, et que parler était toujours la bonne chose à faire. Dans ses rêves cette nuit-là, Lucy se vit adulte, peut-être policière comme l'inspectrice Santos, ou conseillère comme Mademoiselle Walsh, ou peut-être même agente du FBI comme la femme qui lui avait écrit pour la remercier de son courage. Quelle que soit la carrière qu'elle choisirait, elle passerait sa vie à protéger les enfants et à les aider à trouver leur voie face aux adultes qui cherchaient à leur nuire. La petite fille qui avait autrefois été trop effrayée pour articuler son malaise était devenue quelqu'un qui comprenait que ses expériences, aussi douloureuses soient-elles, lui avaient donné les outils pour aider les autres. Et dans cette compréhension, Lucy trouva non seulement la guérison, mais aussi un but, de l'espoir, et la connaissance inébranlable qu'elle ne resterait plus jamais silencieuse face à l'injustice. Le matin apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'utiliser sa voix pour le bien. Et Lucy Morrison, courageuse survivante et farouche protectrice d'autres enfants, était prête pour tout ce qui viendrait.